Bonjour chers amis de Radio Fringale, j'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez, nous retrouvons dans le dernier épisode, la troisième partie donc de cette trilogie sur le top 25 du 21e siècle, en compagnie comme d'habitude de mes camarades Mathieu et Titien. Mathieu, comment est-ce que ça va pour ce dernier épisode? Salut Nico, salut Titien, on a hâte là, ça sent le piment, ça sent la fin, il va y avoir Son que des podium. très beaux noms qui nous ont fait palpiter. Titien, On a pareil. hâte. Oui, ben on a hâte, Mathieu. Titien, pareil, le top 6, donc dans lequel on a vu au dernier épisode ton objectivité légendaire, dans lequel Mathieu Van Der Poel n'est pas. Il y est pas, mais il y a d'autres coureurs que j'adore qui y sont, et puis d'autres coureurs que j'aime un peu moins, mais qui y sont aussi parce qu'il n'y avait pas le choix. Et exactement. Et donc là, vous voyez, on remercie d'ailleurs Titien pour ce magnifique montage, hein. Mettez-lui des cœurs, mettez-lui des commentaires pour remercier, mettez des pouces bleus pour Titien qui fait ces magnifiques montages et captations vidéo sans lesquels Radio Fringale serait bien triste. Et vous le voyez, nos classements respectifs, donc des places 25 à 7, puisqu'il nous reste le top 6 à dévoiler aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous terminerons également cette émission avec des zones de collecte, une zone de collecte avec donc des mentions honorables qui n'ont pas fait le cut chez différentes personnes et dont on parlera mais très rapidement, hein. Voilà, quelques petits mots pour parler de certains coureurs à la fin et évidemment dévoiler le podium. Titien, je vais me retourner vers toi puisque tu vas pouvoir ouvrir le bal de ce top 6 puisque nous avions terminé l'émission précédente en parlant de Philippe Gilbert en 7ème place, comme vous l'avez vu à l'écran avec Mathieu, nous l'avions les deux à la même place. On va avoir potentiellement pas mal de coureurs entre nous trois qui vont être à la même position, c'est normal, hein, plus on monte dans le classement, plus ça se resserre. Tu n'avais pas encore sorti l'ami Philippe Gilbert, le puncher ardennais. Est-ce que tu l'as par hasard en place numéro 6 ou est-ce que tu le gardes pour ton top 5, Titien? Il est là, moi aussi, Philippe Gilbert, il arrive juste après moi en Ah, sixième position. C'était un combat de Belge, mais c'est lui qui a pris la sixième place de ce classement. Bon, j'ai rien à dire sur ce que vous avez dit, Matt, t'as très bien résumé. C'est une polyvalence incroyable. C'est quand même un mec qui a gagné Paris-Roubaix et le Tour de Lombardie. Et ça, quand même, faut le faire. Même pour l'instant, hein, Tadej Pogacar, à date, hein, on n'a toujours pas remporté ces deux courses. Non, mais enfin, c'est deux profils normalement de coureurs totalement différents. Et lui, il a fait Philippe Gilbert, même s'il gagne des Lombardies, peut-être un petit peu moins montagneux qu'on a eu les dernières années. Bah voilà, ça montre juste à quel point ce mec était polyvalent, ce mec à quel point il a su s'adapter pour changer sa carrière. Enfin, moi, ce retour un peu en 2000, de 2017 à 2019 où il enchaîne le Ronde et Roubaix après avoir été le meilleur puncher pour moi du siècle sur les Ardennaises, bah, c'est tout bonnement incroyable. Bravo Philippe Gilbert parce que franchement, s'il avait gagné Milan-San Remo, alors là, il aurait été largement sur mon podium. Malheureusement, voilà, ça manque, mais et comme l'a dit Mathieu également, bah peut-être que devant, c'est des coureurs qui ont plus de quantité. Philippe Gilbert, il a tout gagné, mais une fois, il est champion du monde une fois, Liège une fois, il y a que l'Amstel, hein, qu'il a gagné 4 fois, où là, il était un petit peu dans son jardin, mais sur les monuments, il les a quasi tous. Mais il manque un chouïa de quantité pour entrer dans le top 5 où les mecs ont collectionné les grandes courses. Donc, mais non, mais Philippe Gilbert, c'est la polyvalence de sa carrière, c'est incroyable. Donc voilà, j'aurais pas dit ça quand je l'ai découvert à la FDJ, même si ça restait un bon coureur, qu'il allait évoluer à ce point comme un de ces grands champions de ce siècle, mais il mérite largement son entrée dans ce top 6 pour moi. Donc voilà, Philippe Gilbert, sixième de mon c'est, classement. c'est- c'est une des plus belles progrès. Je sais pas si tu es d'accord, Titien, parce qu'on a suivi toute sa carrière, hein, donc du milieu Ouais, des années ouais, ouais. 2000 jusqu'aux années 2020. C'est une des plus belles progressions en carrière. Ah ouais, tout à fait. Non, mais c'est, Ah, par enfin, rapport à d'où il partait, tu vois, c'est pas un Pogacar ou un Van Der Poel qui arrive dès la première année ou deuxième année, il défonce tout. D'où il part et d'où il finit dans le classement, même un Sagan quand il arrive, il est très fort. Mais d'où il part et ce qu'il a réussi à faire dans sa carrière, c'est assez extraordinaire. C'est là, on voit la force de travail, la force d'entraînement d'un Philippe Gilbert qui a réussi à devenir le meilleur dans son domaine alors qu'il partait de très loin.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est incroyable, voilà. Et puis il a eu 2 années de trou hein, en 2015-2016. Ça a été assez compliqué pour Philippe Gilbert, mais ce comeback sur le Tour des Flandres 2017 qui remporte avec après un solo de 50 km, ce Paris-Roubaix où il fait exploser Sagan, il fait exploser tout le monde hein, attaque après attaque sur les secteurs pavés. Enfin voilà, il a su s'adapter pour aller chercher ses objectifs et voilà, super carrière, une belle évolution pour Philippe Gilbert. Et oui, et puis je tiens à terminer avec cette petite anecdote. 2009, donc à quelques semaines d'écart, il gagne le Lombardie et Paris-Tours. C'est comme au niveau du profil, Ouais, c'est fort. c'est très fort. Et donc Philippe Gilbert, parmi les meilleurs coureurs belges, et une personnalité, on peut dire ce qu'on veut sur cette analyse, etc. Aujourd'hui, Eurosport et compagnie, très sympathique, le Philippe. Hein. C'est le genre de gars avec qui tu as envie de boire un verre sans problème. Il a l'air, en tout cas, moi je le connais pas, hein, j'ai jamais eu la chance de le croiser en la vraie vie, mais il a l'air très sympa, Philippe. Ouais, tout à fait. Euh, C'est vrai. à moins que certains disent non, non, moi je Oh, l'aime pas non, du non, tout. non, non, ouais, je le connais pas, mais c'est vrai qu'il a l'air très, très ouvert, donc ouais, c'est un super champion. Place numéro 6, Mathieu, à moins que tu voulais rajouter quelque chose sur Philippe Gilbert, mais tu en avais bien parlé la dernière fois. Qui as-tu en sixième? Non, tout a été dit sur Philippe Gilbert. Moi, je vais enchaîner. Je vais parler de Peter Sagan qui agrafe cette place de numéro 6 sur son dossard. Peter Sagan, c'est en termes d'icône au XXIe siècle, il n'y a pas plus, je trouve, il n'y a pas plus marquant sur un vélo que Peter Sagan au XXIe siècle. Il y a ce triplé de championnat du monde où bah, c'est le seul à avoir fait ça, donc c'est réglé. Il y a ce record de maillot vert du Tour de France parce que c'était plus intelligent pour les jouer. Et Peter Sagan, il y a un truc qu'on oublie un peu, c'est que c'est 121 victoires en carrière alors que c'était pas non plus un pur sprinter. Sur les 2-3 premières années de sa carrière, oui, c'est un pur sprinter. Mais après, il a dû se spécialiser aussi ailleurs avec l'arrivée de la génération dorée, Greipel, le retour du Prime Cavendish, les Kittel, les Christophe, Degenkolb, etc. Enfin, c'était une génération du sprint extraordinaire. Et il a dû se spécialiser ailleurs et bah, quelle réussite. Quelle réussite. En termes de mec qui a une belle pointe de vitesse, presque sprinter, qui passe bien les bosses pour aller gagner, personne Oh n'est là là. meilleur que lui. Il y en a peut-être un qui le regarde droit dans les yeux, qui est un petit peu plus haut chez moi, mais c'est quoi? Et puis Sagan, c'est quoi cette arrivée il est tout jeune. Il y a un truc qu'on oublie aussi avec Sagan, c'est que la porte des coureurs jeunes qui arrivent sur des grands tours et en tant que professionnel à 21-22 ans, c'est lui qui l'a ouverte. C'est Ouais. lui qui a fait ça avec son Tour de France 2012 où il arrive et il casse la baraque directement à Serein. Enfin, à l'époque, voir un coureur de 22 ans qui tape tous les tontons du Tour qui ont 28-29 ans, qui sont théoriquement dans leur prime, c'est du jamais vu à l'époque, ça se faisait pas. Maintenant, pour nous, un coureur qui a 22 ans, il est limite déjà obligé d'être professionnel. Il est déjà limite obligé d'avoir fait des participations à des courses sur le Tour. À l'époque, ça n'existait pas, et pourtant, c'était il y a que 12 ans. Et puis, Sagan, il arrive. 2012, c'est sa première vraie année où il a 16 victoires et 3 étapes de son premier Tour de France, sachant qu'en 2011, il avait déjà 3 victoires sur la Volta. C'était un ovni quand il arrive, Peter Sagan. Après, il y a des Tours de France qui sont un petit peu plus difficiles, mais malgré tout, il ramène le maillot vert. Mais c'est ailleurs qu'il brille. C'est sur les Flandriennes où je trouve il a connu une vraie progression où au départ, il remporte le 3 et tout. Évidemment, il a une concurrence qui est démentielle. Il y a 2 autres noms qu'on va sûrement mentionner qui lui font concurrence sur ces années-là. Mais malgré tout, je pense que oui, il aurait pu gagner, comme avait dit Titien, plus de Paris-Roubaix et de Tour des Flandres. Mais déjà en avoir 2, c'est extraordinaire. Et puis cette année 2016-là, déjà il fait un Tour de France qui est légendaire. Je me souviens de la bordure à Montpellier. Il est champion d'Europe, il est champion du monde, il gagne un Tour des Flandres. Il est maillot vert du Tour de France. Il est deuxième de Tirreno. Il est deuxième de Tirreno, il gagne le Grand Prix de Québec. Et évidemment, il est maillot vert du Tour. C'est le recordman de jours en vert sur le Tour. C'est le recordman de victoire étape sur le Tour de Suisse qui concrètement c'était son jardin. C'était aussi Monsieur Tour de Californie, Sagan. C'était trop fort et il m'a tellement marqué.
cette image hyper rafraîchissante avec ces célébrations où il y a celle du Hulk, il y a tellement il est tellement iconique Sagan sur un vélo que je ne peux pas le mettre plus bas que 6ème et je pouvais pas le mettre top 5 parce que ce qui est assez bizarre avec Sagan, c'est que sa victoire sur le Tour de France 2018, c'est un peu le glas, ça sonne déjà le glas, je trouve, de sa carrière parce que derrière, il est là sans être là, il aura plus vraiment de résultats marquants et puis cette fin de carrière chez la Total Energy où bon, on aurait pu s'en passer concrètement, je la trouve très regrettable. Elle a abîmé l'image d'un coureur absolument légendaire et qui a fait rêver quasi toute ma génération des années 2000. Sagan, on ne peut que le remercier de ce vent de fraîcheur qu'il a apporté dans un cyclisme qui avait quand même une image pas forcément la meilleure au début des années 2000. Donc il a apporté ce côté fun au cyclisme qui maintenant on le retrouve chez certains coureurs, les Evenepoel, les Van der Poel, les Pogacar. Pour moi, ce type de coureur qu'on a actuellement n'existe pas sans Peter Sagan. Et ça aussi, ça marque son influence et pourquoi il est top 6. Oui, merci beaucoup Mathieu pour Sagan, que moi je vais en reparler dans très très peu de temps puisqu'il il est juste un tout petit peu plus haut. En place numéro 6, on en avait parlé lors de la dernière émission, moi j'avais 6 gars pour 5 places. Parce que j'ai dit, j'avais Gilbert et Van Der Poel qui étaient juste derrière en balance. Et là, j'avais 6 gars pour 5 places. Et celui que j'ai décidé d'enlever de ce top 5, mais ça s'est joué à rien. Mais tu en avais parlé en 8, c'est ton coureur préféré, Alberto Contador, le pistolero, que je mets en numéro 6. Mais comme je dis, avec Sagan, que je vais mettre juste en dessus, ou avec d'autres coureurs, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Pareil que pour Cavendish, moi j'ai eu de la peine avec Contador. C'était pourtant bien dans ma génération. Moi, quand j'ai découvert Contador, je devais avoir 15-16 ans. Donc j'ai commencé à avoir plus de recul. C'était pas une idole d'enfance. Voilà, je commençais à penser un peu comme un adulte en regardant les courses. Contador, il a été recruté par Manolo Sainz quand il avait en 2002-2003, donc je vous laisse imaginer ce que c'était d'être dans une équipe de Manolo Sainz au milieu des années 2000 et de l'ère Armstrong, etc. Donc je pense que au niveau des habitudes, au niveau du dopage, etc., ça devait pas être top. Après, il a connu la période post-Armstrong où là, tout de suite, il a vu tous les coureurs qui sont brutalement partis à cause de la début de la fin des années noires de ce vélo, notamment sur les courses par étapes. Il a dû prendre le relais. C'était un peu la personne qui a dû prendre le flambeau. Il se tape le Tour de France 2007 où il y a Rasmussen qui se fait choper au plein milieu du Tour. Et là, il est maillot blanc, il a 24-25 ans et il doit reprendre le flambeau. Il a 24 ans et demi à ce moment-là. Il doit reprendre le flambeau et il gagne, un peu. Il est très très fort en 2007, mais c'était pas du tout attendu qu'il soit capable de jouer un podium, oui, qu'il soit capable de jouer, de ramener le maillot jaune à Paris, pas forcément. Après, il y a le Tour de France 2009 où, moi j'ai pu le voir en direct, justement, pas très loin de la maison à Verbier. Sa montée à Verbier en 2009, honnêtement, il a des meilleurs. Enfin, aujourd'hui, on critique, on dit ouais, Pogacar, Vingegaard, c'est quand même bizarre les scores qu'ils ont en termes de montée. Il faut bien vous dire que sur la montée de Verbier, moi je l'ai fait à vélo, la montée de Verbier. Bon, je vous rassure, je l'ai fait 4 fois plus lentement que Alberto Contador, mais je l'ai monté à vélo. Quand on voit les rapports poids-puissance et le nombre de watts par kilo qu'ils développent sur la montée de Verbier, c'est n'importe quoi. Je veux dire, je crois que c'est 445 watts sur 20 en moyenne en puissance réelle et un rapport poids-puissance de 7,2 watts par kilo sur la montée et 490 watts de puissance en puissance étalon sur 21 minutes de montée. Moi, je l'ai faite, cette montée à vélo. Enfin, on se rend compte vraiment de la violence. Donc, Contador, c'est un peu difficile à classer pour ça. Dans le sens où le style sur le vélo, comme je vous le dis, incroyable. Les attaques éclairs, la giclette, le fait qu'il ait gagné les 3 grands tours, tout ça,
Je ne reviendrai pas là-dessus. Un très bon coureur, on l'oublie aussi, mais sur les courses d'une semaine, un très très bon coureur. Hein. Il gagne beaucoup de fois le Tour de Pays Basque, 4 fois le Tour du Pays Basque. Il gagne 2 fois Paris-Nice, il gagne Tirreno. Il était actif pas mal tout le long de la saison. Hein. Il remporte d'ailleurs le classement UCI en 2009. Ça, c'est très difficile pour un coureur de course par étape, hein, qui a moins d'occasions de marquer de points que des spécialistes de classique. Donc ça, c'est très très fort aussi. Maintenant, c'est un coureur qui a fait la transition entre deux périodes, la période qu'on connaît aujourd'hui et la période de l'ère Armstrong. On a pensé que ça allait être ce coureur dominant. Il a reçu après, en deuxième partie de carrière, la concurrence de l'équipe Sky avec les Froome, les Wiggins, les coureurs comme ça. Il a été dominant, mais est-ce que pour autant ça me le fait rentrer dans le top 5? C'est très compliqué. C'est un des coureurs, je pense, les plus difficiles à placer, Alberto Contador. Tu en avais très bien parlé, Mathieu. Alberto Contador, c'est très difficile à classer. Et je le mets aux portes du top 5 parce que, carrière extraordinaire, style inimitable. Je comprends tout à fait qu'on puisse le mettre dans le top 10, donc plus bas que moi, et je comprends tout à fait que comme Titien nous en parlera, il l'a mis dans son top 5. Mais voilà, moi j'ai essayé de trouver un entre-deux. Et je trouve que ça définit assez bien ce coureur extraordinaire qui était Alberto Contador, que j'ai apprécié. De nouveau, ça m'a mis du temps, j'ai mis du temps pour l'apprécier. Et je le mets dans cette zone d'entre-deux. Parce que ça lui convient bien. Et donc je le mets à la porte. Il rentre pas, mais il a la porte du top 5. On rentre justement dans ce fameux top 5 puisque on a fait en 6e position Sagan pour Mathieu, en 6e position Alberto Contador pour Bibi et Philippe Gilbert pour Titien. Mathieu, qui est-ce que tu as dans le top 5? Quel est le premier coureur qui rentre dans le top 5? Et j'ai une petite idée, mais tu vas nous confirmer. Ouais, c'est mon petit prodige, le prodige de Titien, c'est Mathieu Van Der Poel que je rentre dans le top 5. J'aimerais qu'on se rappelle que ce phénomène est arrivé sur la route, concrètement en 2019, qu'il a déjà 50 victoires, dont 6 monuments. Je ne sais pas si on se rend compte qu'en 5 ans, il a 6 monuments. Il a jamais fait pire que top 10 d'un monument. Jamais. Sur 18 monuments, il a fait 17 top 10. Il y a juste le Milan-San Remo 2020, etc. Il a été champion du monde, mais d'une manière... On a très bien parlé, mais l'édition de Glasgow, déjà, elle est super parce que c'est un parcours très atypique en critérium où c'était du punch, mais très très court. Il a montré à toute la planète. Bonjour, je m'appelle Van Der Poel, je viens prendre ma revanche de Wollongong et je vais vous expliquer que c'est moi le meilleur coureur de classique. Il a fait aussi en 2023 le triplé Paris-Roubaix, Milan-San Remo, championnat du monde. C'est littéralement le seul à avoir fait ça. Mais c'est pas fini parce que l'année dernière, il a fait le triplé E3 Paris-Roubaix ronde. Il y en a que 2 qui ont fait ça. Non, il y en a que 3, si on l'inclut lui, hormis lui, il y en a que 2 qui ont réussi à faire cet exploit-là également. Et il y en a un qui arrive là. Il y en a qui arrivent, mais Van Der Poel, mais c'est le meilleur Flandrien de très très loin. J'adore Wout van Aert, je l'adore, mais oui, alors peut-être si Wout van Aert n'a pas sa crevaison, peut-être qu'il peut le concurrencer, etc. Mais Mathieu Van Der Poel, c'est trop fort. Alors, le petit bémol, c'est qu'il y a ce désintérêt pour les grands tours. Ça, il le dit, il l'assume. Au moins, il l'assume. Donc, c'est à sa décharge. Mais par exemple, j'espère que sur ce Tour de France-là, de cette année, en 2025, il va y participer. Il est taillé pour lui, la première semaine. La première semaine, c'est écrit noir sur blanc, Mathieu Van Der Poel. Donc, il y en a qu'un qui peut le regarder dans les yeux actuellement sur ce genre de parcours. Mais Van Der Poel, c'est une domination. Il arrive en 2019, directement, il gagne l'Amstel Gold Race. C'est indécent. C'est un coureur qui, pour le grand public... Nous, par exemple, on suivait le cyclocross, donc on connaissait à peu près le phénomène. En plus, en France, on a un rapport particulier parce que c'est le fils d'Adrie Van Der Poel, mais le petit-fils aussi de notre cher Poupou national. Mais il arrive, il gagne l'Amstel, quoi. Ça, c'est quoi en plus, une des éditions de l'Amstel les plus légendaires, dont on a déjà parlé, dont là, je reparle, mais Van Der Poel, c'est trop fort. Et je le mets top 5 parce que, justement, moi, je valorise le fait que ce palmarès, il soit en cours de carrière et que alors, le vélo, c'est des paramètres qui nous dépassent. Mais qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il a déjà été fort sur ces
sur ces 5 dernières années. C'est juste extraordinaire ce qu'il propose Van Der Poel. Et comme on avait parlé de Titien, si on avait un cross, alors là, mais il serait beaucoup plus haut que le top 5. Et Van Der Poel, c'est une classe sur le vélo, c'est une manière de courir qui ne peut pas déplaire. Même si maintenant, je le trouve un peu plus stratège, un peu plus intelligent, il est moins bourrin qu'avant. Mais ouais, il est plus stratège. Et puis, il s'est aussi... il est tellement fort qu'il s'est permis d'offrir Milan-San Remo à Philipsen l'année dernière. Parce que pour moi, je le vois comme un cadeau. Sinon, il le gagne. Pour moi, il le gagne tous les jours. Il est trop fort dans la Cipressa et le Podio. Il va chercher tout seul tout le monde. Donc, c'est un poisson pilote en plus qui est extraordinaire. Il est excellent partout. Il n'est pas bon partout, il est excellent partout. Et en plus, c'est le meilleur Flandrien de la planète. Et en plus, il peut se spécialiser dans les Ardennaises. On l'a vu, il a fait le podium de Liège. C'est trop fort. Et puis, il s'inflige des transformations physiques qui sont assez folles. Hein. Là, sa transformation physique pour les championnats du monde, même si ça n'a pas forcément bien payé en Suisse en septembre-octobre dernier. C'est trop fort, Van Der Poel. Ouais, il est troisième. C'est dire à quel point il a un corps qui est résistant à ce genre de transformation. C'est extraordinaire. Van Der Poel, c'est extraordinaire. À l'heure actuelle, c'est le deuxième meilleur coureur de la planète et ça fait pas un an qu'il l'est, ça fait 2-3 ans déjà. Donc je ne pouvais pas le sortir du top 5. Ouais, Titien, si il y avait eu, on l'a vu d'ailleurs à Zurich l'année passée, s'il y avait encore eu le Grand Prix de Zurich, il y a de bonnes chances que Van Der Poel l'ait gagné. Hein. Ah bah tout à fait, mais bon, il y est plus donc non. Ce genre de cours. Non, et Matt... il peut. Ouais, pardon, je disais, Matt, ouais, tu m'as donné envie de le rentrer dans mon top 5 là. Franchement, c'est vrai que c'est incroyable. J'ai des bons arguments. Je l'ai travaillé, Van Der Poel. Oui, mais surtout, on aura l'occasion de reparler de Mathieu Van Der Poel, on l'espère, en positif et en quantité sur cette chaîne à Radio Fringale tout au long de l'année 2025, parce que on a dit il est dans ses meilleures années, donc il peut vraiment faire des choses assez incroyables. Et puis, Titien, pour terminer avec Van Der Poel, peut-être que s'il s'affine un tout petit peu et qu'il fait un peu plus de séances de travail, notamment en explosivité, en boss, il peut tout à fait se faire un magnifique palmarès sur les Ardennes s'il s'affine un tout petit peu pour avoir un meilleur rapport poids. Je suis pas sûr que ce soit le plan, mais moi je préfère qu'il aille continuer. Pourquoi pas, mais il y a un mec qui est tellement fort là que, à mon avis, même en s'affinant, c'est... Ouais. Et pourquoi pas. Mais moi, je préfère, en tout cas, le voir aller chercher l'unique record je préfère que ce devienne le meilleur Flandrien de l'histoire que de le voir se battre pendant plusieurs années pourquoi pas espérer un Liège où je pense que dans tous les cas, il faudrait vraiment, pour passer la redoute, qu'il s'affine énormément pour avoir même le seul espoir de suivre Tadej Pogacar. Donc je sais pas si c'est vraiment... Par contre, comme a dit Matt, il a intérêt à venir sur le Tour de France cette année, même s'il vient qu'une semaine et demie, parce qu'il peut enquiller au moins 2-3 étapes sur la première semaine. Et du maillot jaune, il peut remporter. Ouais, tout à fait. Donc non, ce serait dommage de pas venir, surtout que non, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur le Tour. Les 2 dernières années, moi je le comprends très bien. Il y avait les mondiaux, l'année dernière qu'il a préparé tranquillement pendant le Tour. Il a bien fait, il a gagné. Et cette année, il y avait les JO. Il a pas gagné, mais il avait 2 objectifs précis qui arrivaient 2 semaines avant le Tour. Là, cette année, il y a pas qui viennent sur le Tour enfin pour faire quelque chose, parce que ça doit être un de ses objectifs de deuxième partie de saison. Voilà. Tout à fait, et on aura l'occasion d'en reparler en long et en large de Mathieu Van Der Poel. D'ailleurs, Titien, tu vas pouvoir enchaîner. Qui as-tu en place numéro 5 du coup, toi? Eh bien, j'ai le premier Belge le dernier Belge dont je vais parler, et celui qui a la meilleure position dans mon classement, c'est Tom Bonnen. Bonnen, c'est le Flandrien du siècle, 4 Paris-Roubaix, 3 rondes, 3 Gand-Wevelgem, 5 Grand Prix E3. C'est cet incroyable... On peut en parler, Titien, je l'ai également en 5e, donc vas-y, et puis je compléterai, mais vas-y, je l'ai également en 5. Ouais, non, mais Bonnen, c'est juste incroyable, et puis, si je dis pas de bêtises, il a déjà fait le quadruplé, E3, Gand-Wevelgem, c'est en 2012. Ouais, en 2012, voilà, le quadruplé E3, Gand-Wevelgem, Ronde, Roubaix. C'est juste incroyable, d'arriver à faire un 4/4 sur les 4 grandes classiques flandriennes de fin mars, début avril. Donc c'est juste un truc de fou. Tom Bonnen, c'était... Alors pour le coup, là, c'est très très spécialisé, mais c'est Monsieur Paris-Roubaix. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis c'est le coureur également qui a eu quelques trous dans sa carrière
et qui a su se relever. Je pense notamment à cette année 2012 où il sort d'année où il a un petit peu subi la concurrence de Fabian Cancellara, et puis finalement en 2012 il revient, il nous offre un solo de 60 km sur Paris-Roubaix, sur le Tour des Flandres, il résiste au punch de Pozzato, de Ballan pour aller les aligner au sprint. Donc voilà, c'est un coureur qui a su faire des comebacks aussi, c'est un coureur qui a su également briller sur le Tour de France, puisqu'il a quand même 6 victoires sur le Tour, plutôt sur les années 2000. Le maillot vert, ouais, 6 étapes, et enfin moi je me souviens encore de cette première victoire à Angers en 2004, ça m'avait beaucoup marqué, ce sprint de Mammouth qui nous sort, enfin voilà, et puis gagner évidemment sur les Champs-Élysées la même année, ça aussi c'était assez incroyable. Enfin voilà, Tom Bonnen ensuite il a pris le parti de devenir, et il a très bien fait, de se concentrer vraiment sur son profil de Flandrien, et au-delà de ça, ce qu'il a magnifié Tom Bonnen, c'est ce duel épique avec Fabian Cancellara qu'on a vécu pendant près d'une dizaine d'années. Enfin voilà, Cancellara, dont je reparlerai après, hein, mais non, mais c'est juste incroyable, ces deux énormes champions qui se sont affrontés année après année sur ce terrain des Flandres, des pavés, etc. Et je trouve que ça magnifie encore plus ces coureurs, parce que voilà, quand t'es un super champion, c'est top, et quand t'es un super champion versus un autre super champion, bah toutes tes victoires elles sont encore plus glorifiées. Donc ouais, Tom Bonnen, non, c'est juste incroyable. Et pour couronner le tout, il y a un titre de champion du monde acquis en 2005 devant Valverde et Anthony Gélin, il faut pas l'oublier. À l'époque, qui avait fait troisième, le bon Anthony. Non, mais ça avait été un mondial où il y avait beaucoup d'attaques, et Bonnen avait su résister et gagner sur un groupe d'une vingtaine d'unités. Donc voilà, palmarès de fou, furieux, très très concentré, c'est vrai, sur les classiques flandriennes, mais pour moi c'est le Flandrien du siècle. Donc voilà, il mérite sa 5e place au classement. Allez voir d'ailleurs l'excellente vidéo sur les duels légendaires, les rivalités dans le sport, une excellente vidéo qui était sortie sur Tom Boonen et Fabian Cancellara. Voilà, c'est des duels extraordinaires, et d'ailleurs on va pouvoir en parler puisque j'ai également Tom Boonen en place numéro 5. Je ne pouvais pas le sortir de mon top 5, hein, il était à la lutte avec des coureurs dont on a déjà parlé, ou Contador en place numéro 6. Je ne pouvais pas le sortir de son top 5 à cause du palmarès, mais moi j'ai malheureusement, alors je respecte incroyablement la carrière de Tom Boonen, hein. Enfin je veux dire, il a la période des années 2000, à peu près la période de début des années 2010 où il revient, et c'est magnifique. Mais moi j'ai un biais, hein, Tom Boonen, je pouvais pas le mettre plus haut parce que là c'est totalement subjectif. J'ai un biais parce que moi Tom Boonen c'était le gars que je ne pouvais pas supporter en tant que fan. C'était l'ennemi. C'était l'adversaire, donc ça me le fait. Donc j'essaye d'être un maximum objectif et de dire quand même je le mets dans le top 5, mais c'est terrible parce que j'ai jamais pu, à part à la toute fin de sa carrière, j'ai jamais pu apprécier Tom Boonen. Pas parce que c'était pas un grand champion, pas parce que c'était un grand coureur ou qui a des exploits absolument extraordinaires et quasiment uniques dans l'histoire du cyclisme, mais simplement parce que c'était l'adversaire et que je pouvais pas l'apprécier à sa juste mesure. Pour le reste, Titien, je suis totalement aligné sur les arguments que tu as donnés. Il a été sur toutes les grandes courses dans lesquelles il avait un profil pour y aller. Il a lui aussi, il a le même. Là, on est dans cette zone Gilbert, Sagan, autres. Il a pas Milan-San Remo. Pourtant, il fait 4e, il fait 3e, il fait 2e. Il tourne autour, mais lui non plus, il a pas ce Milan-San Remo. Après, il faut dire qu'il y avait un certain Oscar Freire à son époque qui, sur Milan-San Remo, c'était le renard ultime dont on a parlé dans le premier épisode de Stop 25. Donc, Tom Boonen en place numéro 5. J'imagine, Mathieu, qu'il est un tout petit peu plus haut dans ton classement aussi. Ouais, il est 4e chez moi, donc Bah, j'en parlais juste après, je pense. Ouais, du coup, complète, vas-y, tu peux enchaîner. Alors Tom Boonen, pareil, c'est pas un coureur que j'ai forcément apprécié sur le vélo, surtout avec les histoires extrasportives qu'il y a eu autour de lui, qui font une personne peu respectable et peu appréciable. D'ailleurs, actuellement, il a toujours des avis un peu hors sol, mais quel coureur, si on parle juste du coureur, c'est 7 monuments, c'est le Flandrien, effectivement, du siècle. Et puis il arrive son année néo-pro où il commence à l'US Postal, il fait directement podium de Roubaix. Donc ça marque un peu le personnage. Dans sa carrière, il a 2 triplés E3 Ronde 2 et Paris-Roubaix. Il a un triplé Ronde 2 Roubaix championnat du monde.
Il a remporté 5 fois le 3, concrètement son jardin. Il a son quadruplé en 2012 où il fait Ganvel Game 3, Ronde 2, Roubaix. C'est le co-recordman de victoire à Roubaix. C'est le co-recordman de doublé Paris-Roubaix Ronde 2. Il est maillot vert du Tour de France en 2003. Enfin, Tom Bonnen, c'était... Je n'ose imaginer s'il n'y avait pas eu la concurrence d'un autre super champion dont on va parler, parce que Tom Bonnet, c'était juste extraordinaire. Après, ce qui est dommage, c'est que je trouve que à partir de... En fait, sa fin de carrière est une espèce de quête sans réel... un peu vaine, une quête vaine. Alors malgré tout, il y a ce championnat du monde de 2016 où il est très solide et il revient un peu des abysses pour signer un podium, si je me rappelle bien, derrière Peter Sagan. Mais il fait deuxième. Il fait deuxième, voilà. Il règle le groupe. Il règle le groupe. Il gagne le sprint du groupe pour la deuxième place derrière Peter Sagan. C'est ça. Et ce qui a été douloureux avec Tom Bonnen, et c'est là que je pense que ça m'a réconcilié un petit peu avec lui, c'est que ça a créé une empathie dans le sens où tous les Paris-Roubaix qu'il a participé sur le fin de sa carrière, mais alors là, c'est même plus de la malchance, c'est que c'était Monsieur Poissard. Il faisait des chutes incompréhensibles. Il y a une édition du Tour des Flandres où je crois qu'il a 3 ou 4 crevaisons dans une seule et même édition. Il y a aussi des blessures sur la fin de sa carrière. C'est dommage entre grandes guillemets parce que je pense qu'il aurait pu aller chercher ce titre symbolique de 5e Paris-Roubaix. Mais quel coureur, Tom Bonnet, quel coureur. Pour moi, c'est le meilleur Flandrien du siècle et il a tellement brisé les rêves d'une génération complète de Flandriens qui a dû attendre des années avant de gagner. On parlait de Philippe Gilbert tout à l'heure, on parlait des Greg Van Avermaet par exemple. Ils ont dû attendre la fin de l'ère de domination de Tom Bonnen et de Cancellara avant d'enfin pouvoir s'exprimer sur Paris-Roubaix. Et ça, c'est fou de monopoliser un domaine de course pendant près de 10 ans. Et ça rend un coureur légendaire. Et c'était pas assez pour moi, en fait, les histoires qu'il y avait autour de lui, le fait que je le déprécie ne pouvait pas faire que je le mette dans mon podium. Et du coup, on va dire qu'il finit déjà une très honorable 4e place. Mais vous en avez super bien parlé. On a à peu près les mêmes idéaux sur Tom Bonnen. Exactement, et je vais pouvoir enchaîner sur la place numéro 4, puisqu'on va rester en partie dans les Flandres, puisqu'il est là, Peter Sagan, chez moi. C'est moi qui le mets le plus haut des trois, Peter Sagan, alors que j'ai jamais été un fan de Peter Sagan, c'est ça qui est assez intéressant. Je le mets en 4e chez moi, Peter Sagan, en grande partie pour toutes les raisons que tu as dit, au-delà du palmarès dont on a parlé, et de ce fait qu'il n'ait pas gagné Milan-San Remo, et ça c'est tellement dommage, et qu'il finisse 2 fois deuxième d'Estrade Bianche également en 2013-2014. Donc ouais, ça c'est un peu, voilà, il y a des choses un peu dommages, on va dire, dans la carrière de Peter Sagan. Après, il y a 2 éléments qui me le font mettre aussi haut. Premièrement, sa domination au niveau du classement du maillot vert pendant des années. C'est lui qui a, enfin vraiment, il a remis au goût du jour le côté sprinter complet. C'est-à-dire que je vais pas forcément être le meilleur sprinter, mais vous n'allez rien pouvoir faire pour ce classement du maillot vert. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2017, il l'aurait aussi gagné s'il n'avait pas été déclassé. Maintenant, il fait le con, hein. On a parlé dans la dernière vidéo de Mark Cavendish, donc voilà, et c'est tout à fait normal, le pauvre Cavendish, c'est tout à fait normal que Sagan soit déclassé, mais il aurait gagné le maillot vert aussi cette année-là. Et la domination, j'ai rarement vu, non, je vais la faire autrement. Dans l'ère moderne du cyclisme, j'ai jamais vu une domination sur un classement annexe pareil que Peter Sagan entre 2012 et 2019 sur le Tour de France avec le maillot vert. Tu savais à l'avance que s'il terminait la course, il gagnait le maillot vert. Parce qu'il allait faire top 5, top 10 dans quasiment tous les sprints, donc les étapes, donc il avait marqué des gros points, et qu'il allait faire les sprints intermédiaires, que sur les étapes vallonnées, il allait être là, potentiellement il pouvait les gagner, que les étapes de montagne, toutes les étapes de montagne de ces années-là, les années Froome, Nibali, la Contador, on en a parlé, les années de la Sky, Peter Sagan, il partait dans l'étape de montagne, il allait faire ses points au sprint intermédiaire et il s'assurait de garder son maillot vert. C'est une domination que j'ai rarement vue et ça me le fait monter dans le classement très très haut.
Et une autre chose qui est extraordinaire avec Peter Sagan, c'est sa régularité. On a parlé de sa fin de carrière à Total Energy qui est un peu bof, voilà, ça mérite pas tellement d'être noté, hein, c'est un peu compliqué. C'est aussi pour ça qu'il monte pas plus haut. Mais il a à peu près 1000 jours de course professionnelle au cyclisme. Il est top 10 dans 479 fois. Il y a 1000 jours de course, une fois sur deux, il est dans le top 10 de la course. Je pense que c'est un des coureurs, si ce n'est, on a parlé de Wout van Aert dans le premier épisode, je pense que Peter Sagan, c'est peut-être le coureur le plus polyvalent de l'histoire. Euh, Dans le sens où, ouais, il a peut-être pas le palmarès dont on aurait apprécié, quoique son année 2016 où il est le meilleur coureur du monde, mais de loin. En 2016, il fait une année concrètement, on a parlé de Van Der Poel. En 2016, il fait une année à la Van Der Poel, Peter Sagan. Hein. Il gagne 2016, il gagne Gent-Wevelgem, il gagne le Tour des Flandres, il est champion d'Europe, il gagne le Grand Prix de Québec, il est champion du monde. Il est deuxième du Grand Prix de Troyes. Enfin, je veux dire, son année 2016, c'est n'importe quoi. C'est une année de niveau Van Der Poel. C'est pour ça que je pense que Van Der Poel peut à terme lui passer devant et donc rentrer dans le podium. C'est pour ça, parce que moi, il est à la porte du podium, Peter Sagan. Mais je veux dire, c'est n'importe quoi. 1000 jours de course. Et en plus, c'est en prenant en compte ses premières années où il est un peu néo-pro, etc. Et ça prend en compte ses dernières années à la Total Energy, où là aussi, il court 50, 60 jours de course dans l'année, et où il est pas tellement il y a pas tellement de victoires, il y a pas tellement de podiums et de top 10, mais il y a quasiment 500 top 10 sur 1000 jours de course. C'est n'importe quoi comme statistique. Et moi, j'en vois que un qui est vraiment à ce niveau de polyvalence et d'être tout le temps bien placé, bien placé, bien placé. Il y avait Van Der Poel dont on a parlé, et il y en a un autre évidemment qui est beaucoup plus haut dans le classement, dont on va reparler. Mais pour moi, voilà, je veux dire, 12% de victoire, c'est-à-dire il participe à des courses, il a gagné 12% des courses auxquelles il a participé. En vélo, enfin, je veux dire, à part être un pur sprinter, ou s'appeler Tadej Pogacar, c'est impossible ce genre de stats. Et puis, beaucoup de fois deuxième, beaucoup de fois dans le top 10, beaucoup de fois sur le podium. Voilà. Extraordinaire, Peter Sagan, la carrière. Maintenant, pour toutes les raisons dont vous avez parlé, je suis d'accord avec vous, il ne peut pas rentrer sur le podium. Titien, pour terminer, le dernier coureur chez toi qui ne fait pas le podium, 4e place chez Titien. Ouais, bah c'est l'alter ego de Tom Bonnen dont on a parlé, c'est Fabian Cancellara. Au pied du podium, Cancellara, c'est pareil, hein, il y a le même nombre de rondes que Tom Bonnen, c'est-à-dire 3. Un Paris-Roubaix de moins, mais après derrière, je trouve que le palmarès est plus étoffé si on sort de là que Tom Bonnen, parce que Cancellara c'est le meilleur rouleur du siècle. Hein. Il y a quand même 4 titres de champion du monde du contre-la-montre, 2 titres olympiques du chrono, et puis surtout, enfin, Cancellara, sa dernière course de sa carrière, c'est le championnat du monde, c'est la course chrono des JO qui gagne. Et ça, c'est un truc de fou. Il part. Et pour moi, ça compte énormément dans ce classement, et c'est pour ça que je le place devant des coureurs qui ont fini un peu leur carrière dans la galère. Cancellara, il part sur un titre olympique, c'est juste incroyable, non, c'est juste fou. Et puis alors derrière j'en passe 8 étapes sur le Tour de France. Moi je l'ai découvert justement sur le Tour de France 2004 quand il bat Armstrong là sur le prologue, je sais plus exactement Liège. Où c'était à Liège exactement. Voilà, il bat Lance Armstrong et tout le monde se dit mais c'est qui ce jeune Cancellara, etc. Et à partir de là on le reverra toutes les années d'avant. Déjà que cette année 2004 il avait fait 4e de Roubaix, il était dans le groupe qui était là pour la gagne. Et puis j'ai une phrase moi que je me souviens, c'était sur Paris-Roubaix 2005, c'était Laurent Jalabert qui commentait et qui disait mais Cancellara, il y a qu'à le voir, c'est sûr qu'un jour il gagnera Paris-Roubaix. Bah bim, dès l'année d'après il remporte son premier Paris-Roubaix, alors qu'on attend tous Tom Bonnen en maillot de champion du monde. Cancellara il démarre là, je me souviens dans le secteur donc enfin en PVL juste avant le carrefour de l'Arbre, et puis derrière personne ne le reverra plus avec sa puissance, et voilà, et derrière enfin donc il y a ces titres sur les classiques flandriennes, il y a ces titres en chrono, il y a également un Milan-San Remo pour Fabian Cancellara, gagné de super belle manière à 2 km de l'arrivée là sur le Longomare. Quand il attaque tout en puissance, il y a personne qui peut rien faire. Et puis Cancellara, au-delà, voilà, il a gagné sur la Vuelta, il a des étapes sur Tirreno, sur le Tour de Suisse, il en a 11, donc c'est incroyable. Et Cancellara, il a remporté le Tour de Suisse. Voilà, ce qui le fait monter vraiment encore plus haut pour moi, c'est qu'il y a deux victoires sur des courses par étapes. Il y a Tirreno en 2008, Tirreno 2008 qui était pas non plus une course pour grimpeurs, c'est vrai, mais par contre ce Tour de Suisse 2009, alors il est un peu fait pour Fabian Cancellara, c'est-à-dire que c'était un des Tours de Suisse les plus faciles, mais ça restait quand même de la montagne, et Cancellara il a réussi à gagner ce Tour de Suisse, et ça c'est assez incroyable. Donc un palmarès monstrueux, varié, et voilà, et surtout
un coureur mythique, Fabian Cancellara. Voilà, c'est juste incroyable. Il m'a beaucoup marqué. Cancellara, j'avais l'impression que sur une course, quand il était là, fallait vraiment y faire attention. Et ce qui me marque, c'est que je pense que en face à Tom Bonnen sur les classiques pavés, mais ça c'est peut-être que mon avis, il était plus fort que Tom Bonnen. Et je me souviens notamment de cette année 2010 où les deux sont à leur prime. Voilà, et Cancellara, il martyrise Tom Bonnen, que ce soit dans le mur de Grammont, il le décroche, ou sur Paris-Roubaix où il attaque là sur le plat et personne ne le reverra jamais. Je pense que en one-to-one, au top du top, les deux, Cancellara était un petit peu meilleur. Derrière, voilà, il s'est aussi plus étoffé à côté, ce qui fait qu'il a un chouïa moins de palmarès sur les classiques pavés, mais Cancellara, ça reste un monstre. Après, tu diras ce que t'en penses, hein, Nico, mais la seule petite tâche à tout ça, c'est ces petites rumeurs notamment sur cette année 2010, vélo électrique, pas vélo électrique. Je me souviens qu'il y avait des vidéos qui avaient tourné là-dessus. Ça a un petit peu, je trouve, entaché, licorné l'image de Fabian Cancellara. Mais voilà, sinon, à part ça, ça reste un géant de ce siècle, Fabian Cancellara, un des coureurs. Il s'appelait Spartacus, hein, c'est pas pour rien qu'on le surnommait comme ça. Physiquement, il m'impressionnait, et du coup, il aurait peut-être mérité d'être sur le podium, je l'ai pas mis, mais voilà, toujours est-il que Cancellara, c'est vraiment un nom qui restera toujours pour moi. Évidemment. Non, mais mais ça, moi, Contador, t'as dit qu'il était pas facile à placer, moi, je l'ai très facilement placé. Ça, voilà. Mais tu comprends nos arguments pour dire que c'est difficile à placer, Contador. On t'en reparlera après. J'en reparlerai après. Voilà. Très bien. Ben on va aller sur le podium, donc où on a deux coureurs en commun chez chacun. Bon, ça, je pense que c'était assez évident. Et puis effectivement, si je ne m'abuse pas, on a le même podium, Mathieu. Il me semble. Oui, on a les trois. On a le même podium. Est-ce qu'on l'a? Alors la question, est-ce qu'on l'a dans le même ordre? C'est une bonne question. Moi, je sais qu'en numéro 3, je suis du côté de l'Espagne. C'est pas toi. Mais moi, j'ai mis Alejandro Valverde. Alors, vas-y, parle-nous du Randro. Bon, alors, Valverde, si on a le même avis sur ce coureur, c'est j'ai mis en 3 aussi. Que j'aime le moins de la liste. Ouais, C'est le coureur que j'aime le moins de la liste, mais il était trop fort. Enfin, en fait, c'était un coureur, quand j'ai commencé à faire mon top, je ne pouvais même pas le sortir du top 3, c'était impossible. Il a une carrière de... Bah déjà, niveau longévité, c'est le seul, littéralement, c'est trop fort. Il a 4 Liège-Bastogne-Liège qui s'écoulent de 2006 à 2017, ça veut dire qu'il y a 11 ans d'écart entre le premier et son dernier Liège. C'est Monsieur Flèche Wallonne. Il a fallu la concurrence de Julien Lafilippe pour pas qu'il atteigne 10 victoires. Et des fois, quelques ratés ou quelques exploits de Dan Martin ou de coureurs comme ça. C'est aussi un coureur qui savait briller sur les courses par étapes d'une semaine, même s'il en a pas forcément remporté énormément. Mais il y a quand même 3 tours de Catalogne, il y a un tour du Pays Basque, il y a 2 critériums du Dauphiné. C'est incroyable. Et puis, il y a cette récompense ultime du championnat 2018 où moi j'aurais que ça revienne Thibaut Pinot ou Romain Bardet. Malheureusement, c'est Valverde qui s'y impose et peut-être que c'est une juste récompense pour je sais même, j'avais noté, mais il a un nombre de podiums et de top 10 sur les championnats du monde. C'est extraordinaire. Valverde, c'est 6 podiums de championnat du monde. C'est extraordinaire. Il a quand même son grand tour, hein, le grand tour 2009 qui malgré tout est très très entaché parce que il y a cette opération Puerto où il est clairement c'est le nom numéro 1 qui est cité. Évidemment, ça pâtit sur son image parce qu'il y a ces histoires autour de lui. Il y a cette image de coureur que j'ai pas forcément toujours apprécié parce que il a notamment barré la route de coureurs à la Movistar. Je pense à des Soler, je pense à des Landa, je pense à des Quintana dans ces jeunes années. Le côté Landa, ça te le fait baisser au classement, ça c'est sûr. Hein. Ouais, bah après bon, c'est pas le pire coup qu'on ait fait à Mikel Landa. Hein. J'en veux plus à Fabio Aru sur le Giro 2015 qu'à Valverde sur son époque Movistar, mais
Valverde, en fait, je pouvais pas ne pas le mettre sur le podium. Il a gagné à peu près partout. C'est le meilleur coureur ardennais du siècle. Il y a 20 top 10 grands tours en carrière, donc ça prouve qu'il était toujours là. C'était pas forcément le meilleur, c'était pas forcément le coureur qui pesait sur la course. Et c'est pour ça que il aurait pu être numéro 1 à mon sens, si ce coureur était pas passé à côté de nombreuses victoires qui lui tendaient les bras, parce que je trouve que Valverde a des fois été trop attentiste, trop spectateur de la course, et que c'était un peu un Primož Roglič avant l'heure parfois, où il attendait vraiment les derniers moments pour placer une attaque ou pour régler ça au sprint. Et je pense qu'il est passé à côté de nombreuses très grandes victoires, dont notamment des championnats du monde, à côté de Lombardie. beaucoup plus offensif, ouais, de Lombardie. Et c'est dommage parce que deuxième au Lombardie, c'est fou. C'est fou parce que il passe à côté de certaines victoires qui, sans aucun doute, il aurait été potentiellement numéro 1, et ça prouve à quel point ce coureur a déjà une carrière de dingue, parce que il y a quasiment pas de trou dans sa carrière. Il a toujours été plus ou moins là, en fait, toujours plus ou moins performé, pas forcément gagné, mais il a toujours performé. Et puis je parlais dans la toute première vidéo de coureurs qui étaient le visage d'une équipe, mais là c'est le visage de deux équipes qui en soi sont la même équipe, mais c'est déjà le visage de la épargne et c'est le visage de la Movistar. Mais autre chose avec Valverde, c'est que je ne lui pardonnerai jamais ce 2013 qu'il a volé à Joaquim Rodriguez en ne roulant pas sur lui. Et ça, j'avoue que Valverde, c'était difficile avec le cœur à classer, et j'ai dû mettre beaucoup d'objectivité face à ma subjectivité qui ne l'aurait pas mis dans le top 10, tellement je déprécie ce coureur. C'est dire, mais je pense que Titien me rejoindra plus ou moins sur ce que je viens de dire sur Valverde. Tiens, tu l'as également en 3e ? Ouais, j'ai Alejandro Valverde en 3e position. Eh ben, je vous informe. Eh ben, avant de te lancer, Titien, je vous informe que nous sommes tous d'accord, puisque nous avons tous Alejandro Valverde en 3e place, puisque je l'ai aussi. Donc, Titien, vas-y et je compléterai. Que dire, non, mais en termes de longévité, c'est le coureur du siècle, Alejandro Valverde, hein. Enfin, faut rappeler quand même que on l'a découvert sur cette Vuelta 2003. Cette Vuelta 2003, oui. Alejandro Valverde, c'est juste un truc de fou furieux, quoi. Il finit quoi? Il finit 3e de cette Vuelta en 2003. Et derrière, vainqueur du classement du combiné. Ouais. Et en 2021, Alejandro Valverde, il est encore là sur la Vuelta. Et non, c'est en 2022. Ah, c'est quoi la dernière année où il fait une super Vuelta? 2022, parce que 2021, ouais. Il abandonne parce qu'il a une grosse chute dans une descente. Exactement. En 22, il est 12e, hein. En 2022, ouais, mais il est encore là. En 2019, ouais, c'est ça. En 2019, il fait 2e de la Vuelta, alors qu'il a déjà fait 3e en 2003, donc 16 ans après. Non, c'est une longévité. La fameuse Vuelta Tadej Pogačar, ouais. Voilà, c'est un truc de fou, la longévité d'Alejandro Valverde. Et puis effectivement, ce palmarès, hein, qui est juste, voilà, là on parlait de Philippe Gilbert qui avait de la diversité énorme, mais peut-être pas assez de quantité. Alejandro Valverde, voilà, 4 flèches, 5 flèches. Ouais, c'est différent, parce que Gilbert, il est quand même passé pour le puncher. Je parle pour le côté puncher. Je sais pas si face à face, Valverde, je pense pas qu'il était meilleur puncher que Gilbert Prime. Toujours est-il qu'il était bien plus consistant et constant que Philippe Gilbert. Ça, c'est rare qu'Alejandro Valverde ait raté une année de sa carrière. Il y a peut-être des années qui ont été un peu moins bonnes 2011. que d'autres. Il est suspendu. Oui, mais il est suspendu. 2011. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'année Gilbert. C'est pour ça, je fais la comparaison, parce que l'année Philippe Gilbert où il fait son triplé 2011 machin, il y a pas Valverde, il est suspendu. C'est vrai, mais toujours est-il que Valverde, c'était un modèle de chaque saison, il était là. Je me souviens dès les premiers challenges là à Majorque jusqu'au Tour de Lombardie, le mec il était déjà là, il allait enchaîner un paquet de victoires. Donc c'est juste incroyable cette carrière d'Alejandro Valverde. Après effectivement, voilà, moi c'est pas du tout un coureur que j'appréciais. Tout simplement parce que il m'a tué de nombreux Liège-Bastogne-Liège à faire rouler son équipe pour placer sa mine à 400 mètres de l'arrivée sur la côte de Hans où personne ne pouvait rien faire. Mais j'en voulais beaucoup à ses adversaires également, qui tentaient pas grand-chose, je trouvais, et il y avait toujours des mecs qui se disaient tiens, je vais taper Valverde cette année, je vais aller jusqu'à Hans, je vais attendre là, et puis je vais tout donner à ce moment-là. Et puis Alejandro fait attention, Alejandro, t'inquiète pas, qu'il faisait attention et puis qu'il allait chercher la victoire. Donc ça m'a souvent énervé, et franchement toutes ces années ces années-là sur cette période 2010, j'ai pas trop aimé ces classiques ardennaises. Je trouve que ça leur a fait perdre beaucoup de charme à mon goût, versus des 2000 où elles étaient assez sympas, et maintenant elles sont redevenues également plutôt
plutôt sympa. En tout cas, c'est mieux. Mais ouais, il y avait beaucoup d'attentisme de la part de Valverde. Et comme tu dis, hein, Matt, je pense que notamment ce championnat du monde 2003 à Hamilton au Canada, où c'est Astarloa qui gagne, Alejandro Valverde, il aurait pu facilement le gagner. En 2004 également, il est au service d'Oscar Freire, mais je pense qu'il aurait pu être champion du monde s'il avait eu un peu les coups des franges et qu'il avait un petit peu plus tenté. Donc il y a beaucoup de championnats du monde où Valverde aurait pu oser, enfin plus. Je pense aussi qu'il y avait une grosse mésentente avec Purito en 2013 et effectivement c'est bien. Enfin, j'ai l'impression que Rui Costa étant le coéquipier de Valverde, qu'il le laisse un petit peu partir en mode vas-y, c'est pas ma bataille. Et puis Rodriguez, il a perdu ce mondial, donc ouais. Toujours est-il que si on prend la consistance, la qualité des victoires et la longévité, Alejandro Valverde, c'est Monsieur 21e siècle et objectivement, j'aurais dû le mettre dans le top 2. Je le mets en descend un peu parce que voilà, subjectivement, c'est vraiment pas un coureur que j'ai apprécié voir courir, mais on peut rien lui enlever. C'était un mec ultra costaud, c'était un fou de vélo, hein, et ça m'étonnerait pas qu'il fasse un petit comeback, qu'il dise je reviens une année chez l'équipe Movistar, tellement il est amoureux de ce sport. Ça, on pourra pas lui reprocher non plus. Donc ouais. Il est en gra- Ouais, Alejandro Valverde. 2024, il est classé en gravel. Ouais, bah écoute, non mais voilà, Valverde, coureur du siècle de par sa longévité, pour moi, c'est sûr et certain. Le numéro 1 mondial en 2006, c'est Alejandro Valverde. Le numéro 1 mondial en 2018, c'est également Alejandro Valverde. C'est la stat. Alors après, effectivement, il y a un titre de champion du monde, il y a 7 médailles. Hein. Il y a 7 podiums sur le championnat du monde entre 2003 et sa victoire en 2018, là où il est encore le meilleur sur ce type de parcours. Il y a 7 médailles au championnat du monde. Sur simplement la course en ligne, hein, parce que c'était pas un grand rouleur. C'est aussi pour ça que son palmarès sur les grands tours n'est pas ce qu'il est, parce qu'après, sur tous les autres, il avait la pointe de vitesse, il avait l'endurance pour encaisser les courses et les jours de course. C'était un très bon grimpeur, il avait la giclette pour gagner évidemment au sprint il pouvait attaquer, c'était un attaquant, même si sur certaines courses il faisait rouler son équipe parce que c'était un bon stratège. Il avait tout, Alejandro Valverde, il a tout connu, il a connu les années Armstrong. Évidemment dans ces équipes espagnoles, évidemment que dire que Valverde a de faire toute sa magnifique carrière à l'eau claire, évidemment ce serait un gros mensonge, mais il est encore aujourd'hui dans les meilleurs coureurs de gravel du monde, puisqu'il est deuxième du championnat d'Espagne de gravel en 2024. Ça ne compte pas dans son classement, mais c'est juste pour dire l'absurdité de la longévité de la carrière de ce coureur qui a aujourd'hui 44 ans et qui a un palmarès sur la longévité. Et il a 4 Liège-Bastogne-Liège, quoi. Enfin, je veux dire, 4 Liège-Bastogne-Liège, c'est très, 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 très haut. Ouais, vous avez tout dit, on va pas faire beaucoup plus de temps sur Valverde. Comme je pense que c'était impossible de le sortir du podium, mais qu'en même temps, c'est pas le même niveau de domination on va dire, il y a la longévité, il y a évidemment cette domination sur la flèche wallonne, mais après, sur le reste, il n'y a pas de triplé ardennais, par exemple, contrairement à des Philippe Gilbert ou d'autres coureurs dont on a pu parler. Il n'y a pas de triplé d'ailleurs ardennais pour Paolo Bettini non plus, cher Titien. Comme quoi, le triplé ardennais, c'est très très difficile et que c'est pas non plus un critère central. Simplement, il n'est pas passé loin plusieurs fois, notamment en 2015, où il fait 3e de San-Sébastien, mais il fait surtout 2e de l'Amstel. Évidemment, il gagne son doublé Liège-Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, qui fera 3 fois dans sa carrière, ça aussi c'est marquant. Enfin bref, Alejandro Valverde, un personnage du cyclisme, un coureur qui est partout et qui, quand vous regardez des archives, quand vous regarderez des archives du vélo, et même, je pense même en 2050, quand on regardera des archives du vélo de cette période entre 2003, 2005 et 2022, vous allez voir du Valverde partout. Il gagne pas forcément tout le temps, mais il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et dernier argument, il remporte 5 fois le classement mondial. Il remporte 5 fois le classement mondial et il est encore 3 fois de plus sur le podium. Donc il est soit 2e, soit 3e du classement mondial. Ça montre la polyvalence et le fait qu'il est là de février à octobre. Il y a Valverde partout. Bref, on a bien parlé d'Alejandro Valverde. Titien, puisque je sens que toi tu as une place, une personne différente sur une des 2 premières places, qui as-tu en place numéro 2?
Non, j'ai pas hésité, non, mais pour moi c'était évident. Deuxième, j'ai mis Alberto Contador. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait tellement Non, quand peur. même. Moi, j'aurais approuvé en numéro 1, j'aurais approuvé. En fait, non mais Alberto Contador, je lui dois tout en termes de suiveur du vélo. Franchement, honnêtement, depuis que je suis le vélo, depuis 2000, il m'a apporté au moins 70% des émotions que j'ai ressenties durant ce sport. C'est vraiment les émotions qu'on parlait. Et effectivement, on suit le sport parce que voilà, c'est le meilleur qui gagne, etc. Et moi, ce qui est hyper important aussi, c'est que les coureurs, ils me filent ils me filent les jetons, ils me filent les poids, et que je ressente des émotions de fou. Et c'était le cas avec Alberto Contador. Et ça commence par ce style inimitable, ce style qu'il a été le seul à avoir sur son vélo. Enfin, Alberto Contador dans le peloton, tu le reconnaissais tout de suite. La plus belle danseuse. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu aucun coureur se rapprocher stylistiquement d'Alberto Contador. C'était juste incroyable. Enfin, dès que je l'ai découvert, Alberto Contador, je suis tombé amoureux de ce coureur tout de suite. Hein. Franchement, je me suis dit, Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est la plus belle danseuse? Ah bah ouais, alors là, c'est la plus belle danseuse du monde, Alberto Contador. Non mais y a rien à dire de. Bah voilà, c'est juste impressionnant. Il se dressait sur ses pédales et je te jure, j'avais les frissons. C'était à chaque fois incroyable. Ensuite, t'as le palmarès. C'est quand même le mec qui a gagné le plus de grands tours au 21e siècle. Si je dis pas de bêtises, je pense pas qu'il y ait un coureur qui s'en approche. Même Chris Froome, Froome avec lui. Ils y sont à 7. Tous les deux. Ils sont à 7. Alors, Alberto Contador, 7 ou 9, hein, chacun se fera sa propre opinion de la chose. Moi, je suis resté sur 9. Non, mais Contador, c'était juste, c'était incroyable. Sur les grands tours, c'est vraiment le monsieur grand tour, quoi. Moi, je l'ai vraiment, vraiment découvert et je me suis vraiment attaché à lui sur Paris-Nice en 2007, qui remporte d'ailleurs face à Davide Rebellin et à cet extraordinaire grimpeur qui arrivait à faire des différences. Personne n'en parlait trop au départ de ce Paris-Nice et il l'a remporté. Et puis derrière, il a enchaîné. Il est arrivé sur ce Tour de France. C'est pareil, un peu médiatiquement dans cette équipe Discovery Channel, dans l'ombre d'un Lefheimer, d'un Popovic, etc. Et puis dès la première étape de grosse montagne au Galibier, je me souviens d'une attaque phénoménale d'Alberto Contador en 2007 sur le Galibier qui fait exploser tout le monde, un numéro de grimpeur avec Cadel Evans dans sa roue qui explose complètement. Non mais je me suis dit mais c'est quoi ce délire en montagne, cette capacité de giclette qu'il peut avoir. Il remporte le Tour de France cette année-là. L'année d'après, il fait le doublé quand même, un Giro Vuelta parce que son équipe était privée de Tour de France. Derrière, il le regagne avec cette ascension de Verbier qui est une des ascensions, je crois, en termes de watts les plus impressionnantes de ces dernières années. Contador, il a été aussi magnifié avec un duel pour le coup que j'adorais, qui était celui face à Andy Schleck, qui étaient deux coureurs que j'aimais beaucoup. Certes, j'étais plus pro Contador, mais j'aimais aussi beaucoup Andy Schleck et du coup, je trouve que ça l'a magnifié. Enfin, vraiment, c'était un pur duel de pur grimpeur en montagne, quoi. Il y avait pas il était meilleur rouleur Contador. Il était meilleur rouleur, mais ça restait un pur grimpeur et c'était deux coureurs au style magnifique sur le vélo. Franchement, c'était trop bien, quoi. Enfin, non, mais j'ai que des souvenirs. Et pour moi, il y a eu cette période de domination d'Alberto Contador où j'étais trop content parce que c'était mon coureur préféré avec le style le plus inimitable et vraiment qui gagnait sur toutes les courses par étapes où il passait, parce que j'en passe, des Paris-Nice, qu'il a gagné 2 fois, comme tu l'as dit, 4 fois le Tour de Catalogne, le Tour du Pays Basque, pardon. Enfin voilà, il était vraiment très fort. Le Tour de Castille-et-León, le Tour d'Algarve. Ouais, non, mais voilà, il était partout. En fait, Contador, quand il était sur une course, tu le savais, quoi. Les commentateurs, ils en parlaient tout le temps. C'était le monsieur du peloton sur les courses par étapes. Et puis ensuite, il y a eu arrivé cette période la période post-suspension. Il est revenu, ce retour sur la Vuelta. Je me souviens qu'il fait l'Eneco Tour une semaine avant la Vuelta pour préparer, pour avoir un peu de semaine de course. Il attaque à 2 reprises déjà sur le mur de Grammont. Moi, c'était un souvenir de fou. Sur l'Eneco Tour, Contador sur le mur de Grammont, quand même. Et puis ensuite, cette Vuelta où il est dominé par Joachim Rodriguez, il trouve pas la solution et pourtant il a un super niveau post-suspension et là tu te dis bah non mais Rodriguez il va gagner cette Vuelta et là Contador qui sort un coup mais de génie sur cette étape de Fuentede en attaquant à 45 km de l'arrivée, il retombe sur Paulinho, sur son ancien équipier de Tiralongo et c'était pas le plus fort de cette Vuelta à la pédale puisque 2 jours après sur la Volta del Mundo il a encore explosé, mais ce coup magistral d'Alberto Contador qui va chercher qui fait exploser Joachim Rodriguez dans la tête finalement, plus que dans les jambes, mais qui va chercher cette Vuelta. C'était la résurrection de Contador après cette année hors des pelotons. Et puis ensuite derrière, certes il a été moins dominant, il va quand même chercher une Vuelta face à Froome, une année 2014 où Alberto Contador était revenu à son meilleur niveau. Il va battre Christopher Froome, c'est vraiment le roi de la Vuelta.
Il chute au Tour de France. Il hein, chute parce au Tour qu'on de parle France comme Froome, ouais. Ouais, bah ça On c'était parle un de Nibali crève-cœur. Hein. Froome. On parle de Nibali Froome, on aurait pu avoir un duel à 3 avec Ah Contador, ouais. d'avoir. Non mais il était Et les trois auraient pu le gagner. Hein. en, Les trois auraient pu le gagner. en 2014, Contador, il était revenu à son meilleur niveau. Il était vraiment très 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 fort. Il remporte Tirreno magistralement au début de saison. Il remporte le Pays Basque. Il a failli remporter la Catalogne. Il était sur le Dauphiné, c'est pareil. Hein, Alberto Contador, il se fait manger par l'équipe Sky parce que Chris Froome, il se sentait bien inférieur et ils l'ont un peu piégé. Et c'est Talon Ski qui a tiré les marrons du feu, mais il aurait dû gagner ce Dauphiné. Contador, le Tour, il était vraiment très très fort. Il gagne cette Vuelta l'année d'après. Il est déjà bien déclinant, mais il arrive quand même à remporter un Giro, même malgré sa défaillance dans le Finestré. Et puis même ce Giro était magnifique face à Fabio Aru. Enfin, en fait, toutes les courses où Contador était, il était magnifié. Et moi, je trouve que surtout Contador, ça a été un peu le bouclier anti-Sky des années d'après. C'est-à-dire que c'était un peu le rayon de soleil où sur les étapes de montagne à partir de 2012, c'était quand même terrible hein, de suivre ce train de la Sky. Et Contador, je me souviens que je pense qu'il a pris, il est monté dans l'opinion populaire à ce moment-là parce que c'était le mec qui attaquait tout le temps, qui était inférieur. On le sentait qu'il était devenu inférieur à Froome et à ses collègues de la Sky. Et pourtant, il tentait quand même, il s'arrêtait jamais. C'était le mec qui était capable d'attaquer à 2 cols de l'arrivée pour faire exploser la course et tenter. Donc ouais, non, il a eu cette première partie de carrière où il était dominant, cette deuxième partie de carrière où il était beaucoup moins dominant, mais je pense qu'il a touché beaucoup le cœur des gens parce qu'il a enflammé les courses, il a procuré à tout le monde des émotions et voilà, donc non, Alberto Contador, c'est clairement le coureur préféré mon coureur préféré depuis que je suis le vélo, ça, c'est même devant un Van Der Poel, il m'a filé énormément d'émotions et c'est le coureur qui a représenté le cyclisme pour moi dans ces années 2000-2010, donc je suis obligé pour moi de le mettre en seconde position. Dès que j'ai su que j'allais faire ce classement, je me l'étais dit quoi. Oui, petite particularité, il a gagné 2 Tours d'Italie, il a pas de victoire d'étape sur le Giro. Ah bah oui, parce qu'il a gagné plusieurs étapes, mais sur le Giro sur lequel il a été déclassé en 2011. Bah oui. En Ouais, 2011, c'est vrai, voilà. c'est vrai. C'est parce que moi, je l'avais vu gagner sur le Giro, mais il était déclassé. Mais c'est vrai que sur les victoires de 2008-2015, il le gagne aussi parce qu'on oublie ce qu'on sous-estime beaucoup chez Alberto Contador. Tout le monde parle de son style, de son panache, de son talent, de sa grande force, etc. On oublie que c'était un grand QI vélo. C'était un très bon stratège. Il avait cet avantage par rapport à Schleck, c'est que notamment, on parle de ses différents rivaux, mais on a parlé également par rapport à Purito, Joaquim Rodriguez sur d'autres courses. Il avait vraiment cette intelligence de course supérieure. Il avait les jambes, bien sûr qu'il y avait les jambes, il y avait le style et tout, mais il avait cette grande intelligence de course qui permettait de gagner des courses dans lesquelles il n'était pas forcément le plus fort. Ouais, tout à fait. Et puis ce Giro 2008, comme tu dis, il le gagne. Faut pas oublier qu'il devait pas participer. Il était à la plage, hein, on se souvient, la semaine, 3-4 jours avant le Giro, il était à la plage et il apprend que son équipe finalement va participer au Giro et il apprend que son équipe ne participera pas au Tour de France et que du coup, il part sur le Giro, mais peut-être un peu en tant que deuxième leader derrière Andreas Klöden, je me souviens à l'époque. Et puis finalement, malgré le fait qu'il était en train de bronzer au soleil une semaine avant, il vient gagner ce Giro face à la belle chaudière qui était Ricardo Rico. Donc non, c'était Exactement. C'était un grand moment aussi. Non, mais Contador, pour moi, c'est vraiment énormément de ce qui a représenté le cyclisme au siècle. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas été objectif sur le palmarès, mais pour tout ce que représente le vélo et toutes les émotions apportées par ce sport, j'ai mis Contador en deuxième. Avec alors ce Giro 2008, il y a quand même moi je me souviens, il y a Emmanuel Essella, il y a Franco Pelizzotti, bref, il est très très bizarre ce Giro, très italien. Il y a Cavendish qui est là pour gagner des victoires d'étape sur le sprint, mais voilà. Mais et il y a Contador au milieu des Italiens et qui leur fait la chanson quasiment sans préparation. Bien, magnifique hommage sur Contador. Est-ce qu'il y avait un point encore Tu en avais parlé en 8 justement, Mathieu. Est-ce qu'il y avait un point encore à ajouter sur Contador avant qu'on passe à la deuxième place? Ouais, en fait, la deuxième place de Titien représente là où j'aurais voulu mettre Contador, mais je pense c'est là où je disais que j'étais dur avec lui parce que Contador, c'est un peu comme toi, Titien, il représente. Pour moi, c'est mon monde. Contador, c'est mon coureur préféré de tous les temps. J'avais des posters de lui, je m'inspirais de lui. Quand je faisais du vélo, je roulais comme lui. Faire sa danseuse et tout, Contador, c'est le coureur numéro 1 dans mon cœur. Et si j'avais laissé parler uniquement le cœur, je l'aurais mis deuxième. Mais tes arguments étaient très bons. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que Contador, il devient vainqueur des 3 grands tours à seulement 25-26. Ouais. C'est surréaliste. À cette époque-là, c'est surréaliste. À cette époque-là, normalement, tu commences.
Précise bien le à Ouais, cette parce que- époque-là, parce que En fait, tu commences à jouer vraiment des généraux de grand tour, des podiums à cette époque-là, à partir de 25-26 ans. Lui, il a déjà gagné les 3 à ce moment-là. Et puis ouais, s'il n'y a pas cette histoire de suspension, je crois il finit à 12-13 grands tours. Il s'arrête pas à 7. Et ouais, tu l'as très bien défini comme ça, c'était le bouclier anti-Sky. C'était celui pour lequel on allumait la télé et espérait, parce qu'en fait on espérait que sur lui, parce que c'est le seul qui essayait des attaques suicidaires, de sortir un peu de nulle part pour essayer de contrer la Sky. C'était le seul qui nous offrait un peu de spectacle. Et il y avait Bardet dans je une pense qu'on moindre. peut. Il y avait Ouais, mais Bardet c'était pas. Ouais. dans une c'était moindre pas mesure. pareil. Il y a- Dans une moindre mesure. mais- Ah, c'était pas pareil, c'était pas la même explosivité. C'est pas la même. Bardet, il empreinte se sur le retournait boulot. beaucoup quand il attaquait, quand même. mais il essayait. Contador, il essayait. fonçait tout droit, quoi. Ouais, voilà. Voilà, non mais je sais, mais Contador évidemment on va pas, Non, mais compa- vous vous on va souvenez pas comparer. des dernières étapes de Paris-Nice avec Contador, quand il savait qu'il était battu et qu'il fallait tout tenter, il attaquait à 50 km de l'arrivée. Dans tous les cas, tu savais que t'allais passer mais une l'étape- bonne course. C'était L'étape de génial. l'Alpe- C'était génial Attends. qu'il fasse ça. Moi, le meilleur souvenir de parce qu'il y en a beaucoup de Contador. Le souvenir le plus incroyable, c'est le Tour de France 2011. Vous avez Ah bah c'est la plus belle étape de grand tour que j'ai jamais vue. Hein. Non, mais attends, mais déjà, Ouais. il y a l'étape extraordinaire du Galibier, Ouais, donc avec déjà. Agnel, Isoard Galibier, où Schleck fait un numéro légendaire, qui moi m'a permis de le rentrer en 20, combien, 25e place de ce classement, où c'est extraordinaire, il est avec Montfort dans la plaine, enfin, tout ça, et Contador, à 2 km du sommet du Galibier, donc côté Briançon, donc côté Lautaret, il cède parce que, je crois qu'il a déjà il a déjà le Giro 2011 dans les pattes. Donc Ouais, c'est ça. là il ressent la fatigue. Hein. Giro qu'il avait dominé de la tête et des épaules, hein, et on s'était dit sur le Tour de France il est dans les favoris, mais il a peut-être manqué un peu en 3e semaine. Et effectivement ça manque pas. Le lendemain donc Vauclair est toujours en jaune, hein, c'est le Tour de France de Vauclair, l'épopée Thomas Vauclair. Et le lendemain il y a l'étape justement avec le Galibier dans l'autre sens, puisqu'on fêtait justement les 100 ans du Galibier, hein, sur le Tour de France. Et il y a le Galibier dans l'autre sens. Et avec donc Télégraphe, et puis arrivé à l'Alpe d'Huez, et au pied du Télégraphe, il y a Contador qui fait C'était ouf. en fait, j'en ai plus rien à faire, j'en ai plus rien à foutre. C'est parti. Allez, j'ai perdu le tour, donc en fait, grosse attaque, pied du Télégraphe. Il y a Andy Schleck qui doit y aller, et c'est en partie ce qui fait perdre définitivement le Tour de France Non, mais à Thomas Vauclair, puisqu'il va se mettre dans le rouge. l'étape Elle est la plus extraordinaire, incroyable cette que j'ai vue. Hein. Après, le Et s'il y a pas crève-cœur, Contador, Qui a rendu s'il y a pas légendaire Contador, Cadel Evans aussi. ouais, et le crève-cœur Thomas Vauclair qui fait n'importe quoi. Enfin, mais bon. Mais il y a pas ça s'il y a pas Contador, parce que Ah Schleck, bah non, il va non, pas c'est lui attaquer, qui donc crée tout ça, il c'est va clair. attendre l'Alpe d'Huez. Schleck, il va attendre l'Alpe d'Huez pour lâcher Vauclair. C'était le plan. Il y avait Frank Schleck, il y a les lieutenants, la Léopard Trek qui sont en place. Donc ils ont leur truc. Et là, il y a un gars qui dit ouais, il y a Cadel Evans, il y a Andy Schleck, il y a Thomas Vauclair, tout ça. Ouais, vous êtes marrants, vous êtes mignons les gars. Parce qu'en fait, vous avez fait tous des plans de course. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dès le premier kilomètre du col, je vais me barrer en fait. C'est extraordinaire ça. Bon, Ah là en là. fait, c'est un peu le marqueur de sa deuxième partie de carrière où Contador est devenu beaucoup plus humain, à la fois dans ses victoires, mais aussi dans ses défaites et ses défaillances. Il a des défaillances qui sont autant légendaires que ses victoires, et ça l'a rendu très humain et très populaire. Je pense c'est à partir de là qu'il a atteint des pics un second pic de popularité. Parce que quand il avait des défaillances, déjà il faisait pas semblant, mais derrière il essayait toujours de rebondir. Il faisait partie des coureurs qui ne se résignait pas à jouer une 6e place d'un grand tour, comme ça peut être Oui, parce qu'il énormément avait le déjà tout cas gagné, de nos jours. Ouais, bah oui. Donc il se disait, je vais partir à 50 km de l'arrivée et puis advienne que pourra. Bien, on a très bien parlé d'Alberto Contador. Quel coureur, quel champion. 8e chez Mathieu, 6e chez moi et 2e chez Titien. Donc évidemment, impossible, malgré les affaires, malgré les controverses, malgré les suspensions, malgré potentiellement certaines déceptions, impossible de le sortir du top 10. Si vous avez Alberto Contador en dehors du top 10, on a un gros problème. On va terminer. Vu qu'on parlait de coureurs préférés, je pense que je vais pouvoir parler de mon coureur préféré dans ce classement à la place numéro 2, puisque en place numéro 2, j'ai évidemment Fabian Cancellara, Spartacus, le représentant de la Suisse. J'allais pas dire Cocorico, ça c'est les Français, mais j'ai bien avoir les cloches de vache, bling bling pour
pour faire. Est-ce qu'on a la même chose, Mathieu? Est-ce que tu as aussi Fabian en place numéro 2? On a Fabian Cancellara également en numéro 2 ici, indéboulonnable numéro 2. Ah là là. Ben, moi, c'est mon coureur préféré de cette période. Déjà, parce que c'est un compatriote, premièrement, donc totalement subjectivité maximum. Hein. C'est comme vous avec les champions français que vous adorez. On a parlé de Thibaut Pinot, on a parlé voilà, moi, Thibaut Pinot, je l'ai adoré également. On a parlé de Van Der Poel dans les coureurs qu'on aimait bien. Fabian Cancellara, c'est le maximum auquel je pouvais monter. Il a été très longtemps dans le classement derrière des Valverde, à la lutte avec ce qu'on a parlé, hein, des Contador, des Boonen, etc. Le meilleur rouleur du 21e siècle, sans aucune discussion possible pour l'instant, en attendant peut-être que Remco aille taper ça, mais pour l'instant Remco est en cours de carrière, donc je ne peux pas le mettre devant Fabian Cancellara. Ghana n'est pas du tout aussi dominant que Cancellara. Et c'était vraiment on oublie, hein, chez Fabian Cancellara, c'était vraiment uniquement un spécialiste du contre-la-montre à la base. C'était un spécialiste de la piste, du contre-la-montre. Il passait, au début de sa carrière, il passait pas une bosse, hein. Il passait pas une bosse, tout en puissance, spécialiste du prologue, les meilleurs. On parlait de Petaki, un des meilleurs trains de sprint pour préparer les derniers kilomètres pour Alessandro, et je pense qu'il était bien content d'avoir le jeune Fabian Cancellara dans son équipe pour lui préparer le dernier kilomètre avant que son lanceur, comment il s'appelait le lanceur de Petaki italien là dans ces années-là, je me souviens plus, je l'ai pas en tête, parce que dans le train de la Fassa Bortolo il y avait, Je vais chercher ça. il y avait dans le train de la Fassa Bortolo il y avait Fabian. Il y avait Fabian qui prenait la tête du peloton tout en puissance à genre 2 km de la ligne, qui déposait le lanceur d'Alessandro Petacchi à 600-700 mètres. C'était le Marco lanceur Vélo, allait, c'était Vélo, Marco Vélo, des gars comme Tossato, ça. Exactement. Voilà. Et après, Petacchi avait uniquement à faire les 250 derniers mètres. Oui, Tosato. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tosato, Ah Marco oui, Matteo Vélo. Tossato. Matteo Tosato. Donc, Il y avait Nicolo Loda aussi. Qui était dans la roue de Fabian, et Fabian il faisait le ménage. Petacchi était emmené en 3-4e position, et après il avait qu'à finir le travail. Donc bravo à Alessandro Petacchi, mais quel train il avait, quel train extraordinaire il avait. T'en reparleras d'autres aspects, je pense, assez extraordinaires de sa carrière, Mathieu. J'aimerais juste dire que c'est une période assez sombre pour le cyclisme suisse à cette époque-là. Moi qui suis cycliste en Suisse à cette époque-là également, dans les clubs amateurs, etc. Il y a plus de... Voilà, il y avait cette génération dorée, avec évidemment toutes les affaires de dopage qu'on connaît. Cette génération dorée dans les années 90, donc les Laurent Dufaux, Tony Rominger, Alex Zülle, Pascal Richard, Oscar Kamenzin, toute cette génération. La Suisse était un des pays dominants du vélo. Et quand Cancellara commence à percer, c'est plus du tout le cas. Là, c'est un peu la descente. Toutes les vieilles gloires prennent leur retraite. Et Cancellara est c'est le symbole du cyclisme suisse, qui est comme un grand pays de vélo, historiquement. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais historiquement, c'est un grand pays de vélo. Et Cancellara maintient la sélection suisse, que ce soit dans les équipes, dans le contre-la-montre, bien évidemment, avec les médailles. On a parlé de sa dernière course, justement, avec les Jeux Olympiques à Rio. Mais sur tous les terrains, il tient le cyclisme suisse en dehors de l'eau, hein. Il l'empêche de couler uniquement par sa simple présence. Et je terminerai par ça, parce qu'évidemment, on a déjà parlé du parcours, on a déjà parlé du palmarès. Aujourd'hui, un des hommes de base de la résurgence et du cyclisme suisse et des équipes suisses, avec notamment le projet de l'équipe Tudor, etc. Un des hommes de base de ça, c'est Cancellara. C'est-à-dire que dès sa retraite en 2016, dès 2017, il s'investit dans les équipes de jeunes, il s'investit dans les formations. Grâce à son nom et à son palmarès et à son aura, il parvient à récupérer des sponsors, à dire oui, il faut investir dans le cyclisme suisse. Et si un jour le cyclisme suisse parvient à avoir une renaissance avec beaucoup de jeunes champions, on parle de Jan Christen, on parle évidemment de Marc Hirschi, hein, dont son idole était Cancellara. Si le cyclisme suisse, dans cette décennie qu'on est en train de vivre, essaye de revenir avec des bons jeunes et de revenir sur le devant de la scène, alors qu'il a été, pendant les dernières années, c'était très très difficile, on le devra quasiment entièrement à Fabian Cancellara. Donc je ne pouvais pas le mettre 1, évidemment, puisqu'on a tous le même numéro 1 et que c'est absolument extraordinaire, mais je ne pouvais pas le mettre à une autre place, parce que
il porte comme Peter Sagan avec la Slovaquie, mais la Suisse est quand même un peu mieux que la Slovaquie au niveau du cyclisme historiquement. Cancellara porte un pays en entier sur ses épaules. Il n'y avait pas beaucoup de grands champions comme l'Espagne avec des Valverde, des Contador, des Joaquim Rodriguez, des Oscar Freire, des machins comme ça, ou la Belgique, ou d'autres pays. Et ça, c'est assez extraordinaire. J'ajouterais également que le mythe aujourd'hui, moi c'est un des trucs que j'ai bien aimé dans sa fin de carrière, c'est les Strade Bianche, où il est en fin de carrière et il gagne quand même pas mal les Strade Bianche quand elles commencent à devenir une course importante. Et c'est lui qui permet aujourd'hui, on a parlé de la course de Van Der Poel, on va parler de celle de Pogacar, on a parlé de celle d'autres grands champions sur les Strade Bianche. Un des coureurs qui permet justement, dans une moindre mesure, Peter Sagan, de reconsidérer les Strade Bianche comme une des courses, en tout cas moi, une de mes courses préférées du calendrier, et une des courses qui est bien suivie au mois de mars et qu'on aime regarder, c'est en grande partie grâce à Cancellara qui a amené la lumière dessus et qui a montré que les courses avec les chemins blancs, ça pouvait être cool, ça pouvait être sympa. Le meilleur rouleur du siècle, il a tenu tête sur les Flandriennes à Tom Boonen, il a gagné partout où est-ce qu'il pouvait gagner. Et il y a sa victoire dans la 3e étape du Tour de France 2007 à Compiègne avec le maillot jaune où il part dans le dernier kilomètre. Et ça, je vais justement te faire la passe décisive, Mathieu. Parle-nous de ça parce que c'est extraordinaire. Et là, c'est ma dernière phrase. Il m'a permis d'être fier, à lui tout seul, il m'a permis d'être fier de mon pays dans ma discipline favorite ou une de mes disciplines sportives favorites. Et pour ça, je serai fan à vie de Monsieur Fabian Cancellara. Qu'importe les controverses, ça enlève pas le coureur extraordinaire qu'il a été. Mathieu, je te laisse terminer. Moi, je suis un peu plus nuancé sur la controverse dans le sens où, à l'origine, cette histoire sort un peu de médias belges, etc., qui, ça n'a jamais été prouvé, etc. Ils ont perdu, ils ont le seum. Ouais. Ouais, j'osais pas le dire, mais bon, cette histoire-là, je trouve que c'était surtout pour décrier Cancellara. Non, Cancellara, c'est une longévité de dingue, hein. J'avais noté une stat de la première saison de sa carrière à la dernière saison. Chaque saison, il a remporté un chrono. Juste cet aspect-là suffit à lui-même pour dire que c'est le meilleur rouleur du siècle. Je pense qu'il rentre dans la discussion dans les meilleurs rouleurs de l'histoire. Cancellara, c'était trop fort. C'est le gars, dès qu'il y avait à chaque fois, les parcours du Tour de France étaient adaptés pour qu'il y ait un prologue, parce qu'on savait qu'il allait gagner. C'était trop grave. Et j'avais lu que c'était le coureur qui avait le plus de fois porté le maillot jaune sans l'avoir remporté sur le Tour de France. Donc ça prouve aussi que c'était pas un gars qui venait juste performer sur le prologue. Il arrivait souvent à tenir quelques jours son maillot jaune. Il y a une édition du Tour de France où il tient 10-12 jours en 10-12 jours en jaune. Mathieu, pour bien qu'on comprenne, parce que ta phrase était alambiquée, donc bien qu'on comprenne pour le public, Fabian Cancellara est le coureur qui a le plus de jours porté de maillot jaune sans avoir remporté le Tour de France. C'est ça que tu voulais dire, hein. Ouais, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est assez dingue parce que c'est pas du tout c'est pas un coureur de classement général. Alors oui, il a remporté Tirreno Adriatico à une époque où Tirreno c'était un peu spécial, c'était pour les punchers, sprinters avec souvent un chrono, mais mine de rien, il a quand même remporté ça. Il y a cette édition du Tour de Suisse dont Titien a parlé qui, oui, était facilité, mais il faut le gagner, le Tour de Suisse. Donc ça veut dire que c'est un coureur qui non seulement était le meilleur rouleur de planète, et pas pendant 2 ans, pas pendant 3 ans, pendant une dizaine d'années, il a su remporter des courses par étapes. Et là, pour moi, ce qui fait la grosse différence avec Tom Boonen, c'est que non seulement il a concurrencé Boonen sur les Flandriennes, mais il a un San Remo. Cancellara, il a un San Remo. Il a un San Remo. À son panel de victoires, il y a 3 monuments. Enfin 3 types de monuments en tout cas, parce qu'au total il en a 7 dans sa carrière. Il a 9 podiums de monuments. Il a été vice-champion olympique sur route. Il y a ce départ de carrière sur le magnifique paysage de Rio où qui peut rêver mieux de partir en retraite pour l'hymne national de champion olympique. Ouais, je pense que chaque coureur rêverait de partir comme ça en retraite. Et puis ouais, Cancellara, c'est Monsieur Strade Bianche, c'est lui qui met vraiment sur la carte du calendrier international dès 2008.
à l'époque où ça s'appelle pas du tout Estrade Bianchi, hein, c'est un nom à rallonge. Mais c'est lui qui donne l'importance à cette course. Et puis, t'en parlais, mais le coup du kilomètre à Compiègne en 2007, moi je suis tout petit, Génial. je suis devant la télé et je vois un gars qui sort kilomètre avec 180 fous furieux qui à le poursuivre. Et non, il appuie. En fait, il est tellement fort qu'il résiste à un peloton tout entier. Et c'est pour marquer l'exploit, c'est que le coup du kilomètre, ça s'est raréfié d'année en année et que ça n'existe quasiment plus. À l'heure actuelle, le dernier coup du kilomètre vraiment marquant que j'ai en tête, c'est celui de Taco Van Der Horn sur le Giro, qui n'est même pas vraiment un coup du kilomètre en soi, mais c'est dire à Il y a quel point Victor Lafay. ça sert. Et Victor Lafay également, ouais. Victor Lafay, c'est À quel génial. point, tu vois, on en a parlé de Victor Lafay, de son exploit, directement, on l'a comparé à Cancellara, parce que pour moi, Ah le coup oui. du kilomètre, c'est quelque chose que j'associe à Cancellara. Pour moi, c'est lui qui détient ce truc-là. Et puis, il était tellement fort sur les Flandriennes, je pense qu'il aurait pu en remporter plus s'il n'avait pas eu aussi beaucoup de malchance. Parce qu'il a eu beaucoup de malchance et il y a une période où, c'est à la fois son prime, hein, sur les années 2010, où d'ailleurs, il inscrit 2 triplés, hein, 3 rondes 2 et Paris-Roubaix. Rien que ça, quand même, il faut le rappeler. Il a quand même beaucoup de crevaisons, il a des chutes qui l'empêchent un peu de performer, et c'est dommage, mais bon, il y a aussi pour moi, potentiellement la plus belle année de sa carrière, c'est même pas une année où il gagne Paris-Roubaix et le Ronde 2, c'est l'année 2008, où il gagne partout où il va, il gagne sur le Tour de France, il est champion olympique, il gagne Milan-San Remo, et il gagne Tirreno, il gagne sur le Tour de Suisse. Trop fort quand c'est Lara, c'est un coureur marquant, et puis tu as très bien valorisé cet investissement dans le cyclisme suisse avec c'est d'abord c'est la fondation de la Swiss Cycling Academy, hein, Et ouais. donc, qui était en fait, il me semble, qui était lié de base à la franchise IAM et qui en fait après est devenue une académie toute seule et qui maintenant est devenue Tudor. Et quand on voit ce que avec On voit ce que c'est Tudor, Tudor quand aujourd'hui. on voit ce que Tudor est en train de devenir, avec en plus c'est lui qui a rapatrié à lui tout seul le meilleur coureur suisse actuellement en activité, en étant un visage de cette équipe-là. Ça montre aussi que en dehors du vélo, Cancellara, c'était extraordinaire. Et puis j'ai cette image d'un coureur qui parle plusieurs langues en interview, qui est super sympa, qui a un sourire qui donne envie de sourire, toujours très agréable. Et puis Bon autre père de chose que je veux famille. valoriser, c'est Bon père de famille. ouais, déjà. Cancellara. Et puis il a performé il a pas performé que dans une seule équipe. Il a performé dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Il était fort déjà à la Mapei. Il était monstrueux à la Fassa Bortolo. C'était le visage de la Saxo. CSC aussi, hein. Et puis c'était le visage aussi de Radio Shack, Trek, etc. Trek. Il était le visage de cette équipe. Donc c'était incroyable comme c'est là. Moi en tout cas j'ai grandi presque avec lui. Et il m'a marqué, je pouvais pas ne pas le mettre en deuxième position. Quand j'ai commencé mon top, j'avais le 1 et le 2 qui étaient bloqués. Et lui, c'était le numéro 2 quasi instantané. Et puis pareil, il y a quand même un point par rapport à d'autres dont on a parlé avant, qui sont des caractères qui sont des fois pas faciles à gérer. Lui, c'était un vrai bon coéquipier. Il se tapait les pieds de colle, il roulait sur le plat. Même si des fois c'était potentiellement le meilleur coureur dans l'absolu au niveau du palmarès dans son équipe, si c'était pas un parcours pour lui, si par exemple c'était pour un sprinter ou pour un grimpeur ou pour rouler pour une course par étape, il a fait beaucoup de kilomètres en tête dans des étapes vallonnées pour les Schleck par exemple, pour Franck et Andy Schleck, ou pour Carlos Sastre, ou pour des coureurs comme ça. Il a jamais, alors que c'était déjà un coureur établi, c'était déjà une des stars du peloton, il a jamais hésité à même chose que pour Van Aert, il a jamais hésité à tirer des longs bouts droits et à faire des pieds de colle, alors qu'il faisait 86 kilos. Je veux dire, c'était un Golgoth, c'était pas pour lui, dès que ça grimpait un petit peu, c'était compliqué. Surtout sur des efforts longs en montagne où il faut être endurant, il faut avoir des bons rapports poids-puissance. Et lui, il faisait l'effort de dire, c'est pour mon équipe aujourd'hui. Parce que lui, quelque part, ses victoires, à part sur certaines classiques, sur les contre-la-montre, il gagne tout seul.
Il a besoin d'avoir des bons techniciens avec lui, mais ses coéquipiers lui servent pas à grand chose. Et puis, pareil sur les contre-la-montre par équipe. Il y a des fois, les équipes dans lesquelles étaient, par exemple, certains leaders dans les années 2000, il y avait pas mal de longs contre-la-montre par équipe qui duraient 60-70 km. Il leur a sauvé le cul sur les contre-la-montre par équipe, parce qu'il y avait des équipes où c'était dramatique en contre-la-montre, mais il y avait Cancellara, donc tu faisais quand même 4e du contre-la-montre par équipe, et tu limitais par rapport à Astana, par rapport à d'autres équipes, la Proto Sky ou des choses comme ça, ou HTC, et tu limitais juste parce que tu avais Cancellara qui te faisait la moitié du contre-la-montre par équipe en tête. Ouais, puis c'était un extraordinaire poisson pilote. Je me souviens de son Tour de France 2016, où la Trek, c'est une équipe qui est jeune encore, enfin qui est naissante, c'est pas une équipe dominante comme maintenant, et où à lui tout seul, il tracte Edward Theuns et Jasper Stuyven pour aller chercher des accessites à Theuns, il a jamais été aussi fort. Il était emmené par Cancellara. Il était excellent partout, voire extraordinaire sur certains domaines, Cancellara. Le Tour de France où il tracte Andy Schleck sur les pavés. Étape des pavés où tous les leaders sont en galère et où c'est. Frank Schleck se fracture la clavicule, je crois. Oui, Frank Schleck se fracture la clavicule, c'est Thor Hushovd, le Tour de France 2010 justement, le fameux avec Contador Schleck. Contador, il se bat, il essaie de limiter la casse. Il y a du monde de partout. C'est Thor Hushovd qui l'a gagné au sprint, mais Cancellara, il tracte Andy Schleck sur 30 bornes. Ouais, puis il prend du temps, non, sur Contador en plus. Oui. Donc sur voilà. Cette étape-là. Messieurs, on arrive à la place numéro 1, où il me semble que nous avons tous les 3 des coureurs différents, puisque Titien, tu as Pierrick Friedrigo en place numéro 1 de ce top 25. Tout à fait, 4 victoires sur le Tour de France. Quand il était en forme, il n'y avait personne qui pouvait le battre. Donc voilà, Pierrick Friedrigo, totalement mérité. Champion de France également. Et moi, évidemment, j'ai Oliver Zog pour sa magnifique victoire au Tour de Lombardie 2012. On s'en mettra jamais un coureur du niveau d'Oliver Zog qui remporte de Lombardie. Rien que pour ça, pour moi, c'est intouchable. Et puis, Titien, toi, il me semble que tu avais un sprinter en place numéro 1. Là, c'est Matt, ouais, qui avait un sprinter. Mathieu, excuse-moi. Mathieu, tu avais un sprinter en place numéro 1. C'est ça, moi, je voulais mettre à l'honneur un sprinter grimpeur coureur de classement général slovène qui s'appelle Simon Spilak, voilà, qui pour moi est le meilleur coureur du 21e siècle. Et le spécialiste du Tour de Romandie du Tour de Suisse. En Suisse. Ouais. Voilà, le meilleur coureur de Suisse au 21e siècle, ça c'est inégalable. Ouais, ça c'est même devant Cancellara, hein, on voit d'ailleurs, on le met devant dans le classement. Non, voilà. Bien évidemment, à moins d'une grosse surprise, tout le monde effectivement a mis Tadej Pogačar en numéro 1, pas de surprise de ce point de vue-là. Est-ce que pour vous, parce que pour moi ça a été automatique, j'ai fait mon classement, j'ai mis Pogačar en 1, est-ce que c'était pareil pour automatique. Tout le monde? Ouais, automatique. Il n'y a pas d'équivalent. C'était déjà fait. Alors moi j'ai deux takes et après vous allez pouvoir en développer là-dessus parce qu'évidemment on en parle tout le temps sur la chaîne, c'est le coureur actuel, voilà, on en parlera encore beaucoup dans cette année et les prochaines années, en tout cas voilà, on n'espère pas de pépin pour lui, mais voilà, j'ai deux takes. Un, déjà il est en course pour être le meilleur coureur de l'histoire tout court du cyclisme, ça c'est la première, je vous laisserai débattre dessus. Pour moi il est vraiment en course pour aller décrocher ce titre symbolique à Eddy Merckx et à d'autres, mais surtout à Eddy Merckx. Et puis deuxième take, l'année 2024 qu'on vient de vivre, c'est la meilleure année depuis... c'est potentiellement la meilleure année pour un cycliste sur route de l'histoire du cyclisme. Ouais, et je te rejoins sur les deux, hein, effectivement... Il est peut-être pas encore, mais il est en course en tout cas pour être un des plus grands de l'histoire, ça c'est sûr. Je pense qu'il est déjà dans le top 10 et ça va faire que s'accentuer. Sa saison, elle est... J'ai pas d'adjectif. Il a 26 ans. Hein. Il a 26 ans et il vient de les avoir en septembre, donc il va les avoir toute l'année là. Donc il est encore bien loin de sa carrière. La fin de sa carrière, il est déjà largement pour moi le meilleur coureur du siècle. Une polyvalence poussée à l'extrême quand tu vas gagner le Tour des Flandres et 4 fois le Tour de Lombardie, voilà, c'est en fait sur chaque il y a des spécialistes énormes sur chaque terrain, que ce soit Van der Poel sur les classiques que ce soit Vingegaard sur les grands tours, et pourtant lui il est encore meilleur que ces cours-là, j'ai l'impression, sur leur propre terrain. Donc non, il est tout simplement le Tour des Flandres 2023. Tour des Flandres 2023, c'est extraordinaire. C'est une folie, mais il dépose tout le monde.
C'est une folie. Il y a Van Der Poel et Van Aert. Hein. Mais son championnat du monde de cette année, c'est une folie également. Et le mec, il tient en respect 100 km. pendant 100 km à 1 minute maximum. Il tient en respect un groupe derrière avec les plus costauds de la planète. Donc, c'est juste une folie. L'équipe de Belgique, l'équipe de Hollande. Tu vois, en fait, ce mec-là, tu sais, enfin, moi, je pars d'avance que sur un Liège-Bastogne-Liège et ce sera le cas cette année également, c'est déjà gagné. Un Lombardie. Je pars d'avance que sur le Lombardie, c'est déjà gagné. Si les mondiaux, on reste sur le parcours de Kigali, c'est déjà gagné. Voilà, tout l'Estradé de cette année, c'est déjà gagné. Enfin voilà, non mais c'est rare qu'avec un coureur tu te dises ça et en fait l'année 2024. Le Tour de France, il faut un Vingegaard à son. Le Tour de France, il faut un Vingegaard à 100% pour espérer avoir du suspense. Mais en fait, il a pris vraiment cette dimension. Je serais nuancé sur ça. Ouais, ça on verra. Comme j'ai dit, on oublie Vingegaard de quoi il est capable. Attention. C'est bien ce que je te dis. Attention. C'est bien exactement ce que je te dis, Mathieu. C'est que on a vu que Vingegaard n'était pas à 100% l'année passée. Pogacar était à 100%. Vingegaard était blessé, il revenait de blessure. Et Vingegaard s'est fait défoncer. Donc il faut un Vingegaard à 100% pour l'empêcher d'enchaîner les Tours de France. Ouais, et au-delà de ça, le Pogacar de 2024 a été dans tous les domaines 2 fois meilleur que le Pogacar des années précédentes. Je pense qu'il était un peu parti pour faire ce genre de saison aussi en 2023, mais il a été un peu coupé par sa blessure et ensuite ça a été difficile de revenir. Mais déjà, ce qu'il fait autour des Flandres, c'est exceptionnel. La Gold Race, il part de loin, c'est exceptionnel. Il gagne même la flèche, alors que je pense que c'est sur vraiment 100-200 mètres, c'est peut-être pas le meilleur puncher du monde, mais ouais, le Pogacar de 2024, c'est un niveau incroyable. Il y a eu tellement de numéros, il est parti de loin et où il arrive. Enfin, moi, je suis toujours marqué par les coucous dans la rue finale de Sienne après cette montée à 10%. Enfin, c'est un délire. C'est pas, il fait pas la même course que les autres. Cette dernière Giro. Ouais, le Giro c'était l'entraînement comme il a dit, donc mais ça je serais nuancé par rapport à la concurrence, mais il a tout simplement survolé la course. Mais il donne le bidon au gamin. Le Lombardie. Pellizzari. Ouais, quand il double Pellizzari, mais le Lombardie il finit tellement frais. Même le Tour de France, l'étape qui arrive au sommet de la Colmiane, là, la dernière étape avant le chrono, tu crois qu'il va y avoir un sprint et Vingegaard, mais en fait Vingegaard il est à fond. Et Pogacar, il fait 2-3 petits coups de pédale, il l'a distancé en 2 secondes. Je pense qu'il finit les montées hyper frais. Sur l'avant-dernière étape, là, à Isola, il part avec 3 minutes de débours sur Jorgensen. Au pied d'Isola, il finit quasi avec 30 secondes d'avance sur Jorgensen, sur le coureur américain. Donc non, le Tadej Pogacar de 2024 l'a fait entrer dans une dimension bien supérieur à tout ce qu'on a pu connu. Je sais, je l'aurais peut-être déjà mis à la fin 2023 en tête de ce classement, mais pour moi ça aurait été assez discutable. Là, cette année-là, l'a fait passer un palier. Là maintenant, ouais, c'est tellement indiscutable. Il a rendu le doublé Giro Tour comme un truc commun. Et d'ailleurs, oui, le Giro, d'un coup, c'est devenu la meilleure préparation pour le Tour, alors qu'on parlait d'un truc qui a pas été réalisé depuis 98, où des Froome s'est cassé les dents, ou Contador s'est cassé les dents, enfin, vraiment, c'était un exploit monumental, et lui, il l'a fait les doigts dans le nez, donc il rend ça tellement facile, il est tellement d'une telle facilité et d'un niveau au-dessus des autres que ouais, c'est largement le coureur du siècle, et de se dire qu'il est qu'à 26 ans, sûrement qu'à la moitié de sa carrière pro, et encore, et non, c'est juste phénoménal. S'il continue sur sa lancée, il va vraiment tout gagner dans des quantités astronomiques, avec des écarts astronomiques sur ses concurrents. Donc évidemment que Tadej Pogacar, c'est le coureur du siècle. Alors à seulement 26 ans, il a gagné le Tour de France à 21 ans, faut se dire. Et moi, voilà, c'est aussi rien que ces nés-là. J'ai vécu sur ce chrono de la planche des belles filles pour moi c'est le plus gros retournement de situation de cycliste que j'ai vu dans ma carrière de suiveur, et c'est parmi les plus grosses émotions. J'étais scotché par ce qui s'est produit ce jour-là, et c'est là que Tadej Pogacar a commencé à construire lentement sa légende, mais il a commencé très fort. Et surtout, et après je passerai la parole à Mathieu, surtout, tu parles de source, on commence à voir, on voit la première saison 2019, on fait ouh là 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 là, il y a un phénomène qui arrive, mais on est encore en train de regarder, il y a le Tour de Californie qui gagne, il y a cette Vuelta 2019 qui est absolument incroyable, où il gagne 3 étapes, il finit sur le podium, il est maillot du meilleur jeune, on se dit ouh là 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 là, ça va arriver, on attend de le voir sur le Tour de France, mais le Tour de France 2020, il se prend une bordure, hein. Il prend une 40 sur les bordures. Et il va les rechercher. Alors, dans direct à Orsières. Et il prend à Orsières, etc. Et puis après, ce compte-là monte. C'est-à-dire que
peut-être que cette bordure, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver dans ce Tour 2020, dans le sens où, comme il avait. Aujourd'hui, UAE, c'est une armada incroyable, c'est la meilleure équipe du monde. Il faut savoir qu'en 2020, UAE, c'est pas une folichon, hein, c'est sans Non, Pogacar. c'était David genre, de la Cruz, le seul équipier en montagne. Ouais. Donc Je dis que voilà. c'était genre la top, c'était la 14e ou 15e meilleure équipe du monde sans Pogacar à l'époque. C'est Pogacar qui faisait tous les points. Tu vas me dire, il les fait aussi aujourd'hui, mais bon, voilà. Mais il a quand même une grosse équipe, on peut pas le dire le contraire. Depuis 1 ou 2 ans, là, ça commence à être très sérieux. Son équipe, elle est vraiment dominante, dominatrice. Mais ce Tour de France 2020, et là on voit, on dit lui ça va faire très très tu vois le contre-la-montre et tu vois comment il gagne le Tour de France 2020. C'est le Covid, il est en septembre, c'est pas pareil. Peut-être que s'il avait été en juillet, ça aurait pas été les mêmes niveaux de forme. On connaît. Toujours est-il que l'exploit, tu te dis, là c'est la naissance d'une légende. Et en fait, et moi je vais te lancer là-dessus parce que Mathieu, justement, on sait que tu as un avis assez argumenté là-dessus. Moi, j'espère, il y a une chose dont je prie dans cette année cyclisme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans cette année 2025 de cyclisme. Moi, je prie pour qu'on ait enfin, au départ du Tour de France 2025, Pogacar à 100%, contre Vingegaard à 100%. C'était pas le cas en 2024, c'était pas le cas en 2023. En 2021, Vingegaard, il est encore tout jeune, donc il est plus vieux que Pogacar, mais dans le sens où c'est la première fois qu'il doit un peu endosser le rôle de leader à cause des problèmes de Roglic. Donnez-moi un Tour 2025 avec les deux qui sont dans leur prime, avec des grosses équipes, et là, on peut avoir un duel absolument légendaire. On l'a eu déjà ce duel en 2022, on sait comment ça a fini. Après, c'était pas la même maturité de course. Le cyclisme, ça va vite, ça remonte déjà à 2022, donc ça veut dire que c'était déjà il y a 3 saisons. Il n'avait que 23 ans, donc ouais, c'est un duel légendaire du siècle. C'est pas mon préféré sur le Tour de France, mais c'est clair que c'est marquant. Et puis l'année 2024, comment ne pas revenir dessus? Il a 24 victoires alors que c'est pas un sprinter. Et hormis Milan-San Remo et le Grand Prix de Québec, il gagne tout. Il n'y a pas une seule course qu'il gagne pas. À quel moment c'est normal? En fait, Pogacar, lui, il a inventé le pic de forme toute l'année. Avant, il y a encore tu peux pas, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a encore 20 ans, on avait du Jan Ullrich qui lui était en pic de forme juste en juillet, c'est tout. Sinon, il était à l'ouest tout le temps. Et lui, en fait, il est en pic de forme tout le temps. On a l'impression qu'il est parfait partout. Alors, je pense que aussi Pogacar, c'est le gars qui, si on l'a, en fait, avec les parcours et les types de courses qu'il y a actuellement, je pense que c'est lui qui a le profil le plus adéquat à la manière dont on fait la course en 2024, en 2025, même si, bon, en fait, ça se voit qu'il s'amuse sur le vélo. Enfin, les championnats du monde, c'était horrible, mais parce que il est parti à 100 km et en fait, on le savait. Je me souviens de la preview du Tour de Lombardie qui avait été faite sur la chaîne, sur Radio Fringale, où des premières secondes, on avait dit, bon, voilà, t'as des Pogacar, va s'y imposer et puis il va partir à je sais pas combien de kilomètres. Oui, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est comme ça. En fait, le sport, c'est une histoire d'hégémonie. Et là, on a sous nos yeux, des fois, ça arrive comme ça. Dans tous les sports, il y a des coureurs qui imposent une hégémonie et une domination sans pareil. Il faut bien que ça arrive dans notre sport favori. Et Pogacar, il est en train de faire ça. Et je pense que même s'il n'était pas chez eux, même si tu le mets chez Total Energy, il écraserait tout le monde. Parce que le Tour 2020 et le Tour 2021, c'était la même problématique. C'était une question d'équipe. 2020 c'était pas ouf, mais 2021 c'était vraiment pas mieux. Et pourtant, il écrase tout le monde. Je pense que oui, le vélo c'est le sport individuel le plus collectif, mais malgré tout, quand il y a les explications en montagne, c'est du 1v1. C'est le coureur reste le coureur. Et bon, le vélo ça va vite, on verra en 2025 parce que avant le début de saison 2024, on se disait mais Pogacar comment il va faire pour revenir sur Vingegaard? Vingegaard c'est trop fort. Vingegaard, c'est lui le meilleur coureur de grand tour et Pogacar le meilleur coureur de classique. Là, la vérité de l'instant T, c'est qu'en fait Pogacar c'est le meilleur partout. Et on verra en 2025. C'est à 26 ans, il a déjà 7 monuments. Il a 26 victoires d'étape sur des grands tours. Il en a déjà 17 sur le tour. Ça veut dire qu'il est déjà à la quasi-moitié du chemin parcouru par Cavendish. Il est déjà à la moitié, alors qu'il est même pas sprinter. Il a le record d'écart
sur le Giro qui n'avait jamais été vu depuis l'ultra-domination d'Ivan Basso. Et depuis Coppi, effectivement, sa Vuelta 2019 quand il arrive, mais faut rappeler que c'est sa saison néo-pro parce que juste avant, il commence tout jeune, il remporte le Tour de l'Avenir. Alors oui, on considère comme une pépite, comme un crack, mais bon, les gars qui ont remporté le Tour de l'Avenir et qui se sont ratés derrière, on en a vu pas mal. Le seul vraiment qui avait réussi à confirmer derrière, c'était notamment Egan Bernal. Mais c'est quoi Pogačar, il révolutionne le monde du sport, il révolutionne la manière de courir. Malgré tout ce qu'on peut dire aussi, il apporte encore plus que Sagan un vent de fraîcheur. Il a cet aspect de communication, de marketing qui va très bien avec on pourrait dire la négatisation du cyclisme avec les images du Tour de France. Ça ne peut faire que du bien, je pense, à ce sport. Et Pogačar, c'est l'icône du vélo actuel, mais qu'est-ce qu'il est fort partout où il va. Là, par exemple, je me mets son calendrier 2025, hormis Milan-San Remo parce que c'est toujours indécis. Pour moi, il n'y a pas une seule course qu'il ne peut pas gagner. Alors, parce que sur les Flandriennes, il a déjà prouvé ce dont il était capable. Ouais, Gand-Wevelgem à voir, mais Gand-Wevelgem, moi je me rappelle. Quand on va le voir partir cette année à 80 km de l'arrivée. Ouais, et puis le championnat du monde 2023, au sprint, il va chercher sa médaille devant Pedersen. Ça veut dire que s'il veut, il peut être super rapide, il est super endurant. Non, c'est trop fort, c'est trop fort. Il est extraordinaire partout. Il y a une course où il est aligné, c'est même pas que c'est le favori numéro 1, c'est que c'est limite en fait, il a déjà la course gagnée. Voilà, c'est impossible. Et c'est dire à quel point il est fort parce qu'on demande à ses concurrents d'afficher un niveau mais qu'il n'aurait jamais eu auparavant. C'est-à-dire que pour les Flandriennes, on va demander d'avoir jamais atteint, alors que bon, le niveau qu'il a affiché, Van der Poel, c'est déjà fou. On va demander à un Vingegaard qui l'a écrasé sur le Tour de France 2022 de revenir à 100%. Et je sais pas si on se rend compte de la... C'est ce que Sean Kelly l'avait très bien décrit durant le Giro, c'est que c'est une ère merckxienne qui est en train de se créer sous nos yeux. Alors est-ce qu'il va pouvoir rejoindre Merckx? On verra, l'avenir nous le dira, mais c'est dingue une telle hégémonie en si peu d'années et si jeune. Parce que lui aussi il a ouvert la porte. Maintenant c'est les coureurs qui sont nés au pro carrément même à 19 ans, c'est devenu normal maintenant. Ouais, et ça c'est grâce à ce genre de coureurs. Ouais, c'est grâce à ce genre de coureurs, c'est aussi grâce à la professionnalisation des équipes continentales et des équipes de formation évidemment, et le développement d'un calendrier espoir qui s'est fait d'année en année. Mais l'hégémonie qu'il est en train d'imposer, c'est complètement fou. Et puis l'année 2024, c'est une voire la meilleure année d'un coureur cycliste de tous les temps. Mais en tout cas, sans aucun doute, c'est la meilleure au XXIe siècle. Ah oui, c'est complètement fou. Et quand on regarde le classement all-time déjà des coureurs, il est déjà 17ème. Il a 26 ans. 26 ans, il a 17ème en termes de... Ouais. Et la dernière stat marrante que je voulais évoquer, c'est que l'année dernière, sur tous les points UCI qu'il avait rapporté, il y avait eu ce graphique qui avait été posté par le média Gruppetto, où il était à lui tout seul, en tant que coureur seul, il était, je crois, il était 4ème ou 5ème du classement UCI. Oui, 4ème meilleure équipe. 4ème meilleure équipe Pogačar. 4ème meilleure équipe Pogačar. Mais c'est quoi ça? C'est du jamais vu, Ça veut rien dire. C'est trop fort. Et puis, bon, évidemment, évidemment, comme c'est un coureur qui a une hégémonie, il y aura toujours des soupçons, des rumeurs, des gens qui vont le décrier, parce qu'en plus, il fait partie d'une équipe qui est franchement discutable, avec des dirigeants franchement discutables. Avec le vampire Mauro Gianetti. Tout à fait. Mais voilà, Char fait qu'ils sont là, c'est 88 victoires à 26 ans, c'est 3 Tours de France, c'est... Tout à fait, c'est un Giro. Il lui manque qu'une Vuelta. Je pense que ça ne saurait tarder. En tout cas, j'espère qu'il va faire le doublé, qu'il va doubler Tour de France et Vuelta cette année. Puis les monuments, il va forcément gagner un. Combien, on ne sait pas, mais je pense que ça m'étonnerait même pas qu'il y ait les 4 monuments auxquels il participe cette année, parce que je crois qu'il n'est pas sûr qu'il participe à Liège. Il y a Liège, il y a Flandre, il y a San Remo, il y a Lombardie. Ah voilà, oui, non, c'est Paris-Roubaix auquel il participe à cette année, je me suis trompé. Sur les 4,
Je pense qu'il peut gagner les 4. C'est ça Et qui est absurde. c'est dire le niveau. Et puis j'ai hâte qu'il participe à Paris-Roubaix dans les années futures pour finir. Un de ces jours. Je vais redonner la parole à Titien en donnant 2 dernières stats sur Pogacar, comme ça on va pouvoir terminer et après passer à la zone de collecte pour terminer cette série du top 25. 2 dernières stats que je trouve absolument absurdes sur Tadej Pogacar qui résument sa domination. Depuis 2020, il n'est jamais sorti de la 2e place du classement mondial. Donc 2e en 2020 et 2021, 22, 23, 24, il est numéro 1 mondial. Donc déjà ça c'est fait, hein, en termes d'hégémonie, c'est-à-dire que même au-delà de son année 2024, c'est déjà le numéro 1 mondial et en 2020, alors qu'il a 21 ans, il est déjà numéro 2 mondial. Et deuxième stat, il n'est jamais sorti d'un podium d'un grand tour auquel il a participé. C'est-à-dire que tous les grands tours auxquels il participe, il a fait une fois 3e de la Vuelta. Sinon, c'est 2e ou 1er. C'est-à-dire un Giro 1 sur 1, donc victoire 1 sur 1 Giro. Et Tour de France, du moment qu'il y participe, il est soit 2e, soit 1er. Et il faut un extraordinaire Vingegaard pour l'empêcher. Donc, Titien, je sais pas si tu voulais te conclure sur Pogacar, mais... Bon, non, mais c'est le coureur parfait, comme a dit Matt, en fait. Il a aucun défaut. Tout est parfait dans tous les sens. Non, il y a rien à dire s'il continue sur cette lancée. À voir maintenant s'il va continuer sur cette lancée. On sait que en cyclisme, les saisons ne se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Donc, est-ce que il va réussir à, enfin voilà. Et puis il est quand même Pogacar engagé sur beaucoup de courses, sur beaucoup de terrains, etc. Il y a le mental, physiquement, j'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse rester longtemps à ce niveau. Derrière, mentalement, ouais. C'est ça qui peut jouer. Est-ce que il va réussir sur 10 ans à rester comme ça? On sait que c'est rare les champions qui ont vraiment pas de trous hein, dans leur carrière. Donc à voir si Tadej Pogacar peut poursuivre dans sa lignée. Mais c'est vrai que pour l'instant, il est encore jeune, donc il lui reste des objectifs. Il est plein de fraîcheur, donc je pense que il a eu aussi sa chance dans sa carrière pour l'instant, à part cette chute sur Liège-Bastogne-Liège, qui aurait pu être bien pire, mais d'avoir assez peu de pépins physiques, de chute, etc. Ouais. C'est quand même pas un coureur qui tombe très très souvent. Tadej Pogacar, donc voilà. Pour l'instant, tout se profile bien dans sa carrière et vu qu'il est déjà le coureur du siècle, je pense que si on refait le même podcast dans 10-15 ans, il sera toujours le premier, sauf s'il y a un ovni qui arrive d'ici là, mais faire mieux que ce que fait Pogacar pour l'instant. Ouais, il va être très très difficile à aller chercher, donc mais écoute, l'avenir dira si un nouveau Tadej Pogacar peut émerger. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ça. On va terminer avec la zone de collecte, ce top 25. Vous avez le tableau, la finale que nous méticiens, vous avez le top 25 de chaque coureur, de chaque chroniqueur. C'est la fatigue, hein, là. On voit qu'on est à la fin. On n'est pas comme Pogacar à la fin d'une course. On est fatigué, nous. Titien, est-ce que vu que c'est toi qui avais la parole, est-ce que tu voulais parler de deux, trois mentions honorables en zone de collecte des coureurs qui n'ont pas fait le top 25 chez toi et dont tu voulais très rapidement parler en une ou deux phrases? Ouais, je vais aller très vite. Il y a Nairo Quintana. Après, si j'avais dû le rentrer, je l'aurais rentré entre la 20 et la 25e place. Après, bon, c'est un coureur que j'ai un peu envie d'oublier. Quintana, c'est pas forcément des coureurs que j'ai le plus aimé, donc même s'il a niveau du palmarès et puis l'adversité qu'il a apporté à Froome, il aurait mérité d'y figurer comme vous l'avez mis vous, mais moi il est vraiment au porte-aux-portes. Il y a Cadel Evans aussi, parce que Cadel Evans, alors il a un super palmarès pour le coureur qu'il a été, je trouve, puisqu'il remporte le Tour et qu'il est champion du monde, mine de rien. J'ai souvent eu quand même l'impression que c'était un coureur qui se battait pour limiter plus que le côté offensif. J'ai eu du mal également à le rentrer parce qu'il fallait forcément faire des choix. C'est tous des champions. Et puis, alors c'est le troisième coureur que je voulais, qui arrive pas loin. Et là, pour le coup, c'est plus un coup de cœur que pour nous Français que sur le palmarès, c'est Thomas Voeckler, parce que Thomas Voeckler, pour moi, c'est une des 2-3 plus grosses icônes du cyclisme français, une des plus grosses icônes du sport français des années 2000 et 2010, de par ce qu'il a apporté, de par les mimiques qu'il avait, de par ce Tour de France, avec ces 2 Tours de France où il a défendu le maillot jaune en 2004 et en 2011 vaillamment. Et donc du coup, moi, c'est un coureur qui m'a beaucoup marqué aussi. Et là, c'est peut-être, je sais pas comment il est perçu à l'étranger, c'est peut-être un prisme très franco-français, mais si je prends uniquement sur les émotions qu'il a fait ressentir et sur la manière dont il a pu s'afficher en course, bah voilà, Thomas Voeckler était dans ma zone de collecte aussi. Voilà. Très bien, bah oui, et aussi son boulot comme sélectionneur, hein, qui lui fait gagner quelques places. C'est incroyable, aussi, 2 fois champion du monde en tant que sélectionneur, vice-champion du monde, voilà. C'est vice-champion olympique, champion d'Europe, donc Voeckler, c'est une icône pour moi. Médaille d'argent, voilà. Oui, Mathieu, pareil, zone de collecte.
Ouais, moi dans ma zone de collègue j'avais Mario Cipollini parce que quand même très très fort mais trop court en fait et puis moi je l'associe aux années 90. Ouais, c'est ça, moi Merci. aussi. Mais bon c'était la diva, c'était la star hein, clairement. Après j'avais Alexander Christophe parce que il m'a beaucoup marqué hein, c'était un coureur très polyvalent, très fort sur les classiques mais aussi excellent sprinter. Mais je sais pas, il me manquait quelque chose pour le rentrer dans le top 25. J'avais Ivan Basso tapé très fort à la porte parce que bah, c'est quand même 2 tours d'Italie, c'est une fois deuxième du Tour de France et c'était pour moi trop fort et que je pense qu'il aurait pu gagner un Tour de France et puis bon, en plus c'est le meilleur ami de mon capital sympathie très élevé. Et puis le dernier, je me suis tâté aussi à la rentrée, c'était Michal Kwiatkowski parce que avant Ah, qu'il décide de se ranger en tant qu'équipier, bah donc lieutenant. ouais, comme lieutenant, ouais, mais qu'est-ce qu'il était fort, qu'est-ce qu'il était fort. Il a quand même hein, son monument, hein, il remporte Milan-San Remo en 2017. Il a quand même des grosses victoires, hein, il est champion. Amstel. Il y a aussi cet Amstel en 2022 où bah, il y a cette image où avec l'Amstel, avec la pinte, hein, concrètement, où il a descendu une traite comme si c'était normal. Mais non, j'adore ce coureur Katko. Mais je pouvais pas le rentrer parce que bah dommage, il est choisi lieutenant, mais quel lieutenant par contre Moi, j'ai de ces leaders. Moi, j'ai deux coureurs dont on n'a pas encore parlé et qui sont alors plus dans l'époque moderne que ce que vous avez dit. Hein, je suis d'accord avec les autres zones de collègues, c'est des coureurs dont on a déjà parlé. Moi, il y en a un qui était pas loin de cutter parce que qu'est-ce qu'il est sous-estimé, mais malheureusement, bah, il est pas assez iconique hein, pour entrer dans ce classement. C'est Greg Van Avermaet. Parce que Greg Van Avermaet, il est numéro 1 mondial en 2017, en fait. Donc, Non, mais c'est le vrai, hein, c'est numéro un 1. énorme coureur. Mais malheureusement, à cheval entre Autant Sagan, par, Cancellara, Bonnen, il a vécu à l'époque de Euh, tous ces monstres et pourtant champion olympique et vainqueur de Roubaix, c'est pas rien. Champion olympique, vainqueur de Paris-Roubaix, et il est deuxième du Tour des Flandres en 2017 aussi. Il est pas loin. Je pense qu'il craque le top 25 s'il fait le doublé Oui, sûrement. Flandre-Roubaix en 2017. oui, Donc oui. deuxième du Grand Prix de Québec. Enfin, Van Avermaet, c'est vraiment le symbole du type de coureur il est toujours là, mais il gagne très peu. Mais il est toujours là. Il est toujours dans le top 5, dans le top 8. Là, entre 2011, on va dire, c'est l'année 2011 où il commence à percer, et 2020-21, là, pendant une décennie, la décennie 2010, sur les classiques, il est toujours là. Il est toujours à 7e, 4e, 6e, 10e. Ah là, je vais faire un petit podium. Voilà, quel coureur. Et puis, moi, bah, il y a le what if. Pour moi, c'est le what if. Je l'ai pas pu le rentrer. C'est le plus grand what if de cette génération. C'est Egan Bernal. Qui est Je suis aussi assez zone de d'accord avec collecte. toi, là. Parce que lui, alors sans sa blessure, ça pourrait faire des duels à 3 avec Vingegaard et Pogacar en haute montagne qui auraient pu être extraordinaires. Malheureusement, il y a cette blessure. Ouais. Mais Ouais. mine de rien, sur son palmarès, bah, il y a un Giro et il y a un Tour de France. Alors, oui, je sais, Titien, c'est déchirant parce qu'on sait tous que c'est Thibaut Pinot qui aurait dû le gagner, ce Tour de France. Je suis d'accord avec toi. Il aurait dû le gagner, mais n'empêche que ben, sur le palmarès, ce Tour de France très bizarre, et ben, c'est Bernal qui l'a. Donc, ben, quand même, 2 grands tours. Ça méritait d'être en zone de collecte pour moi. Tout à fait. Messieurs, est-ce qu'il y a Je rejoins encore un point? sur Egan Bernal, ouais. Oui, vas-y sur Egan Bernal, un mot pour terminer. Ouais, pour moi, avant sa blessure, ce qui est surtout marquant, c'est pas son tour 2019, c'est le Giro 2021. Ah ouais. Il est tellement fort, et c'est vrai que je me dis à ce moment-là, ouais, lui, plusieurs grands tours, il est même parti pour faire gagner les 3. Et bah malheureusement, il y a des hors course qui font que ça l'a pas mal brisé, mais bon, à côté de ça, je suis très heureux de le voir revenir à très niveau. Donc l'année dernière, il a fait une super saison. Mais ouais, il aurait pu taper très fort à la porte du top 25. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette trilogie d'émissions hors série Écrase les pédales sur Radio Fringale. C'était le top 25 du siècle. C'était un exercice marrant parce qu'on voulait revenir sur un certain nombre de légendes de ce siècle de vélo, de ce siècle de cyclisme sur route moderne. Je vous remercie d'avoir écouté ces émissions sur Radio Fringale. Je vous remercie pour vos commentaires. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre de points du classement. Dites-nous si Titien a eu raison de
mettre Bettini et Contador aux places où il les a mises. Dites-nous si vous êtes fan de routiers sprinters, d'hommes rapides comme Greipel et Kittel comme notre ami Mathieu. Dites-moi si vous pensez que Vinokourov ne mérite absolument pas d'être mentionné dans n'importe quelle conversation de cyclisme à cause de son passé plus que sulfureux. Merci d'avoir participé à ça. Je remercie bien évidemment Mathieu et Titien de s'être pris à l'exercice, d'avoir pris du plaisir à faire cet exercice. Et messieurs, je vous laisse un mot de la fin pour conclure ce top 25 et j'espère que vous l'avez apprécié, messieurs. Ouais, et très très bon moment. C'était pas un exercice facile, mais on est content de l'avoir fait. C'était un gros projet, donc ouais, ça fait super plaisir et on a hâte de voir maintenant la saison qui arrive pour voir s'il y a des nouvelles pépites qui émergent et qui un jour pourront rentrer dans un nouveau top. Et allez voir le conseil de classe d'ailleurs que vous avez fait avec les Rodriguez, les jeunes pépites françaises comme Romain Grégoire ou autres. Ouais. On espère qu'ils vont venir. Donc très très bon épisode de début d'année sur le conseil de classe. Allez le voir, c'est toujours très bien. Merci beaucoup Mathieu d'avoir participé à cette trilogie d'émissions. Merci à toi, merci à toi aussi Titien, c'était un super exercice, un peu éprouvant parce que c'est dur de classer certains. Mais ouais, on a hâte de suivre la saison 2025, soit à la télé, avec les podcasts et puis avec les articles qui reviennent en force de Simon et moi-même. Eh bien, Titien, je te laisse conclure l'émission parce qu'il faut faire attention à bien vous alimenter parce qu'on est sur Radio Fringale. Et ouais, tout à fait. Alimentez-vous. Alors là, il va commencer à refaire beau, etc. Donc, si vous ressortez pour aller faire des sorties, n'oubliez pas de prendre vos meilleures bananes, vos barres de céréales ou que sais-je, vos gels parce que la fringale guette. Donc, alimentez-vous. En tout cas, on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci. Allez, ciao.